Bienvenue à tous, merci d'être là pour cette grande conférence. Ce sera la dernière, figurez-vous, de Secours Expo Paris, puisque ça termine ce soir là, à 17h. Le salon fermera ses portes, donc merci d'être avec nous et de nous accompagner. On va parler d'innovation. Parce que l'innovation, évidemment, c'est dans l'ADN des acteurs du secours et des soins d'urgence. Donc, on va en parler et puis surtout, on va mettre en lumière quelques avancées technologiques qui ont marqué et qui marquent le quotidien de nos invités. Alors, dans un premier temps, on va explorer de quelle façon les nouvelles technologies peuvent améliorer, évidemment, la préparation et la réponse aux situations d'urgence. Et on va faire un focus sur la nécessité de s'organiser entre les différentes parties prenantes. Et puis, à la fin de cette première heure, on vous donnera la parole, cher public. Ça vous donnera l'occasion déjà de poser des premières questions, de réagir aux premières innovations que vous aurez découvertes. Et puis, on enchaînera avec une seconde partie qui sera consacrée aux achats d'innovation de sécurité en Europe. Quelles collaborations internationales, quelles sont les meilleures pratiques et quelles opportunités pour les organisations du secteur de la sécurité et puis du secours à personne. On en parlera avec nos invités. Nos invités qui sont donc Nicolas Chaussat, vice-président, est-il là d'ailleurs? Oui. Il est là, pardon. Vice-président d'Atraxis, qui est une association pensée pour renforcer les synergies entre les différents acteurs du secours pour créer une vraie dynamique autour de la tech et de l'innovation. Et vous êtes également médecin-chef du SDIS de l'Essonne. Le commandant Gilles Devantois est également avec nous. Bonjour. Chef du groupement Analyse et Prospective du SDIS du Val d'Oise. Mathieu Reur est également avec nous, merci. Vous êtes expert en innovation et cofondateur de la communauté INOP, qui est un regroupement d'innovateurs du secteur public, une communauté créée en 2022 qui regroupe une cinquantaine de membres avec pour objectif le partage de connaissances, d'expériences, de bonnes pratiques dans le secteur de l'innovation publique. Et enfin, juste à côté de moi, Julien Fischer, responsable du pilotage de la performance achat du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. On va déjà les applaudir avec quelques applaudissements, bien sûr. Et juste avant de commencer cette table ronde, nous avons le grand plaisir d'accueillir Olivier Richefou, qui est président du conseil départemental et président du SDIS de la Mayenne, qui va nous proposer une introduction sur ce sujet. Et on l'applaudit également sous vos applaudissements. Merci. Et en dehors de ma casquette départementale, j'ai l'honneur de présider depuis 8-9 ans déjà, à peu près, je pense, la conférence nationale des services d'incendie et de secours, qui est cette belle institution qui se réunit 3-4 fois par an dans sa version plénière et qui examine avec attention les différents textes qui nous sont soumis dans le cadre du monde des sapeurs-pompiers et qui est aussi un lieu d'échange auquel nous tenons beaucoup, nous les employeurs, avec les organisations syndicales dans leur diversité, parce que c'est ensemble, bien évidemment, que l'on progresse ainsi. Quelques mots, effectivement, en introduction, et merci de me laisser ainsi prendre la parole sur un sujet qui me passionne, qui est celui de l'innovation. Il n'y a pas un seul secteur, y compris dans le secteur public, et qui ne doit pas être le dernier à s'y intéresser. Personne ne peut négliger l'innovation. Ça doit être au cœur nécessairement de toute production, quelle qu'elle soit. L'innovation, elle peut être managériale, on pense souvent à des innovations techniques, mais elle peut aussi être humaine, cette innovation, y compris managériale. Ce qui nous intéresse là davantage, c'est bien sûr l'innovation technique. Et elle est essentielle dans des métiers comme ceux qui sont représentés ici à Secours Expo. Et vous me pardonnerez de parler peut-être un peu plus pompier que secteur hospitalier en la circonstance. L'innovation, c'est ce qui permettra demain aux sapeurs-pompiers d'être sans doute encore mieux protégés dans leur intervention, ce qui leur permettra sans doute d'intervenir d'une façon plus efficace, avec une rapidité plus importante. On sait que depuis quelques jours et depuis la sortie de l'article du Canard enchaîné, c'est un sujet qui se déploie un peu. Je ne fais pas de pub pour le Canard enchaîné, mais vous le lirez avec attention. Il y a quelques erreurs, mais peu importe. En tout cas, ce sont des sujets qui permettront demain d'avoir plus d'efficacité.
lors d'une dernière intervention que je faisais dans un autre congrès, c'était comment envisageons-nous le pompier en 2050 ? En 2050, le pompier ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui. Il bénéficiera de technologies nouvelles. Moi, j'ai été frappé, par exemple, de voir la montée en puissance des drones en quelques années chez les sapeurs-pompiers. Comme des moyens de détection, d'une meilleure connaissance des opérations. Il y a des technologies aussi qui, à mes yeux, devraient progresser plus vite. Je pense aux exosquelettes, qui sont des techniques qui tardent à progresser et à apparaître. Donc bref, vous voyez, l'innovation doit être au cœur de l'ensemble de la recherche. Et j'en disais un mot avec ceux qui ont cette idée, qui ont eu cette idée de lancer Atraxis et on se souvenait de notre première rencontre il y a au moins 5-6 ans. Cette innovation, pour qu'elle soit efficace, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait un écosystème qui se mette en place. Et moi, je suis très favorable à ce qu'on appelle les clusters. Alors, les clusters, ça rappelle le Covid, mais avant le Covid, le cluster, c'était pas ça. Le cluster, c'était les lieux d'enseignement, les lieux de recherche et les lieux entrepreneuriaux. Et je crois que la sécurité civile aurait intérêt à avoir un cluster qui regrouperait tous les acteurs de l'innovation, qu'ils soient dans les entreprises ou qu'ils soient dans le monde associatif. Et j'évoquais même avec les amis qu'à Nîmes, base de la sécurité civile, il y a de l'aérien, mais il n'y a pas nécessairement que de l'aérien. On peut aussi y greffer ce type d'infrastructure. On n'est pas très loin de l'école nationale et il y a nécessairement un lien aussi, on le sait tous, entre l'enseignement et la recherche. Donc voilà, donc il y a un vrai écosystème à monter et qui doit embarquer le plus possible d'acteurs. Et puis bien sûr, pour terminer, c'est cette dimension européenne qui est nécessaire. Alors elle existe très modestement aujourd'hui. Quand on parle Europe chez les pompiers, on pense surtout à l'Europe qui touche un peu au statut du pompier volontaire et qui empêche un peu ce statut. Et donc l'Europe n'a pas forcément bonne presse chez les sapeurs-pompiers essentiellement. Mais l'Europe, ça doit être un accélérateur d'innovation et un accélérateur, bien évidemment, d'une certaine harmonisation. Aujourd'hui, on voit que les SDIS frontaliers se parlent entre eux avec les voisins, leurs voisins européens, qu'il y a en revanche une accélération certaine sur les questions aériennes. On voit véritablement que dans le domaine aérien, on va aller de plus en plus vers une flotte européenne avec des achats groupés au niveau européen, même si les incendies, quand ils sont majeurs, peuvent se produire partout en même temps. Donc ce sera aussi des questions d'affectation de moyens le moment venu. Mais je pense qu'il faut avoir cette approche européenne avec des cultures très différentes, hein, des agilités très, très différentes. Et là, le chemin ne va pas être court. Il sera sans doute assez long pour progresser. D'où l'intérêt d'être aussi en France plutôt regroupés sur ces questions d'innovation et de travailler tous ensemble. À l'image, je citais l'exemple et je terminerai sur ce point en faisant un peu de la pub pour mon département et pour la ville de Laval. On organise chez nous depuis une vingtaine d'années un salon au moins mondial, si ce n'est planétaire, de la réalité virtuelle, où il y a 20 ans, on était effectivement très, très innovant. Et grâce à ces opérations, eh bien, tout un écosystème s'est développé autour de la réalité virtuelle où beaucoup de start-up émergent, se développent et se réunissent dans des lieux où ils partagent des technologies ensemble. Et je pense que la sécurité civile mériterait d'avoir ce type d'organisation, pas en Mayenne nécessairement, mais ça peut être ailleurs. En tout cas, ça permettrait à beaucoup de jeunes entreprises de croître un peu plus vite. Et je pense que c'est le rôle de la sécurité civile et la direction générale de porter ce type de projet. Et donc, je fais confiance à ceux qui en sont proches
pour passer ces messages et je ne manquerai pas de le faire moi-même. Voilà. Donc, je ne vais pas pouvoir malheureusement rester à cette table ronde parce que j'ai un rendez-vous à Matignon, pas pour devenir ministre, mais simplement avec un conseiller pour parler des personnes âgées. Donc, ça va être un sujet un peu différent des pompiers, mais un sujet aussi important. Voilà. Donc, belle table ronde et merci à vous. Merci beaucoup Olivier Richefou, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Justement, on parlait tout à l'heure d'Atraxis, peut-être Nicolas Chaussat, pour commencer, racontez-nous un petit peu cette aventure. Que fait Atraxis et comment? Normalement, ça fonctionne, hein? Ça marche, oui. Alors que fait Atraxis? Atraxis, c'est une association qu'on a créée à plusieurs, avec Julien notamment, il y a en 2017, et qui est née d'un constat de voir qu'effectivement l'écosystème technologique à la base et l'écosystème des secours en fait avançaient mais d'une façon très parallèle et avaient du mal à se croiser et avaient du mal à se rencontrer. Donc cette association a été créée avec des officiers de sapeurs-pompiers d'horizons différents, beaucoup de la Seine-et-Marne parce qu'on était à peu près tous issus de ce département-là. Et puis on a continué à avancer progressivement en organisant des événements, en essayant justement de favoriser et de faire émerger des solutions d'innovation. Et puis on s'est rendu compte aussi très rapidement qu'il y avait d'autres sujets. Le président Richefou en parlait, mais il y a l'innovation technologique. Il y a d'autres sujets d'innovation, notamment l'innovation managériale, et que ces autres sujets, que ce soit l'innovation managériale ou la diversité, c'est aussi des vecteurs qui nous permettent justement d'innover sur le plan technologique, de libérer un petit peu les consciences, de pouvoir faire évoluer les gens et de faire évoluer notre système de secours pour que demain, on puisse favoriser justement toutes ces formes d'innovation. Alors racontez-nous comment ça se passe. Vous faites des réunions hebdomadaires, mensuelles? Est-ce que vous phosphorez? Vous proposez vous-même des innovations? Comment ça se passe? Alors, modestement, on a plusieurs vecteurs justement d'échange. Donc, on va organiser des réunions. On fait des journées, notamment des journées tech et secours. Si vous avez l'occasion de venir, on va faire se rencontrer deux milieux, deux écosystèmes, l'écosystème des secours et l'écosystème de l'innovation, de la technologie. On organise souvent ça à Station F, l'incubateur. Et donc, du coup, c'est aussi le moyen de parler sur des thématiques particulières. La dernière thématique, c'était les feux de forêt. Voilà. On va travailler aussi sur des appels à projets. Donc on a notamment travaillé avec la région Île-de-France sur un appel à projet tech et secours, où on a pu financer, en tout cas proposer des financements avec la région Île-de-France, mais aussi faire incuber les solutions dans les SDIS. Donc les 4 SDIS Île-de-France ont incubé, ont accueilli des startups et les ont aidés à développer leurs sujets sur des thématiques qui sont très diverses. Ça va de la communication, sur la santé, sur des capteurs santé, sur plein de choses. Et donc du coup, ça a permis de faire naître des solutions et de faire accélérer des solutions. On a aussi des webinaires, des speak-up qu'on organise une fois par mois sur des sujets différents. Et puis, comme je disais, on travaille beaucoup aussi sur l'innovation managériale, avec tout un pôle innovation managériale où notamment on travaille sur l'élément humain, qui est une façon aussi de faire avancer et de passer du commandement, qu'on a l'habitude dans nos services d'incendie et de secours, à du management un peu plus fin. Alors, Mathieu Reur, vous êtes notre spécialiste innovation, je dirais holistique, puisque vous touchez un peu tous les sujets. J'aimerais découvrir un petit peu à quoi ça ressemble finalement l'innovation dans l'univers du secours aujourd'hui. Est-ce que c'est porté par l'État? Est-ce que c'est porté par des associations, par des entreprises privées? Est-ce que c'est un petit peu tout le monde en même temps? Ça ressemble à quoi l'écosystème d'innovation? C'est une bonne question parce que je pense que nous pourrions avoir des réponses différentes. Pourquoi? Parce que comparativement à d'autres domaines que j'ai pu rencontrer, notamment dans d'autres ministères, je connais assez bien l'innovation secteur public, différents ministères, la sécurité civile a cette particularité notamment d'organisation avec des SDIS qui sont chacune des entités différentes, des entités juridiques différentes, et une difficulté qu'on voit peut-être pas que sur l'innovation d'ailleurs, d'avoir une centralisation des sujets. Et l'innovation, je pense, est multiforme au sein du monde des secours, avec des projets qui vont être faits dans un SDIS à un niveau très local,
des volontés et des dynamiques qui sont plus nationales, mais qui vont peut-être pas forcément être connues à tous les niveaux. Donc je pense qu'il y a comment dire, j'aurais beaucoup de mal à le définir en une seule phrase, alors que comparativement, on peut parler du monde militaire ou alors de l'innovation dans les transports. Le rôle de l'acteur central ministériel est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Je pense dans celui de la sécurité civile, on va parler probablement tout à l'heure de l'organisation qui peut être mise en place, etc. Il y a encore je ne vais pas dire une feuille blanche parce que Attractis c'est déjà là, parce que beaucoup de SDIS font plein de choses, mais la question de la forme que ça prend, ça reste quelque chose qui, je pense, est à construire. Et donc malheureusement, je ne peux pas forcément répondre en une seule phrase. Mais du coup, il y a une réponse quand même. C'est donc qu'il y a différents acteurs qui travaillent en fait chacun de leur côté et qui essayent de temps en temps de se rapprocher. Julien Fischer, peut-être c'est un peu ça, si vous pouvez m'aider sur cette définition-là. Ces différents acteurs qui essayent de trouver des synergies de temps en temps, mais plutôt en parallèle. Je dirais pas en parallèle, parce que il y a quand même un élément quand même qui est fondateur à tout ça, c'est que ça doit répondre à un besoin à un moment donné de quelque chose. C'est-à-dire quand souvent l'innovation arrive, ou même, on va dire, moi je travaille plus dans le système achat, donc forcément quand on achète quelque chose, c'est pour répondre à un besoin. Et j'étais sapeur-pompier avant, donc je connais quand même aussi un petit peu ce milieu-là. Je ne vois pas trop de différence entre une ville comme Argenteuil ou comme Melun en Seine-et-Marne ou comme, je ne sais pas moi, Arles ou Nîmes, comme on a parlé tout à l'heure. Donc les besoins sont quand même assez similaires, au même titre que les irritants. Donc là, on va parler vraiment d'irritants. C'est-à-dire que le sapeur-pompier dans son quotidien ou l'agent administratif dans son quotidien, quel irritant, on va dire, pour faire correctement sa mission, il a besoin. Et de part de là, on va dire, vient un certain nombre, on va dire, d'expérimentations ou au moins de tests qui peuvent être parfois énergivores, on va dire, à la taille d'un SDIS dans un département et qui, malheureusement, travaillent, on va dire, souvent sur les mêmes domaines. Olivier Richefou parlait tout à l'heure justement aussi de la thématique des drones qui était en évolution, bien entendu, depuis quelques années dans le monde des SDIS. Combien de personnes ont travaillé sur cette même thématique? Combien justement ont travaillé, on va dire, sur la même recherche? Et c'est surtout sur ce morcellement qui pourrait en fait être une superbe opportunité, on va dire, si on arrivait justement chacun à prendre, on va dire, un chemin, des recherches, et après à un moment donné pouvoir agréger pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite surtout. Alors, commandant Gilles Devantois, j'aimerais commencer à parler innovation avec vous, puisque vous vouliez nous partager le pompier connecté que vous développez dans votre SDIS. Alors, qu'est-ce que c'est que le pompier connecté? Est-ce que vous êtes connecté là déjà? Vous êtes venu connecté ou pas du tout? Avec ma montre et 2-3 accessoires, oui, mais ça c'est un peu standard, on va dire. Non, le pompier connecté, ça fait partie d'une des feuilles de route de tous les pompiers. C'est un peu pour l'instant l'objectif ultime. C'est on a besoin aujourd'hui, alors je rejoins ce que disait Julien, il faut qu'on ait un besoin déjà qui vienne du terrain. Éviter sous le nom de l'innovation de succomber à l'effet waouh tout de suite. Donc on a un vrai besoin aujourd'hui du terrain. L'exemple du pompier connecté en est un. On a besoin aujourd'hui d'avoir nos pompiers qu'on puisse suivre, tracer, lorsqu'ils rentrent notamment dans des infrastructures ou des superstructures où on perd les communications, la 4G, etc., les réseaux. Donc on a besoin d'avoir ce pompier connecté. Mais derrière cet effet waouh, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce que c'est juste une géolocalisation? Est-ce que ce sont ces données physiologiques, etc., etc. Donc moi, ça fait 6 ans maintenant que je suis dans l'innovation. Souvent, c'est ce que je dis, c'est un peu les poupées russes. C'est-à-dire on ouvre la première et on se dit, voilà, alors le pompier connecté, c'est classe. Ça va être sympa, on va essayer de trouver ça. Mais dès qu'on commence à ouvrir un petit peu toutes les poupées, on voit toutes les imbrications et tous les enchaînements et toutes les freins, les résistances, la résistance au changement, on en reparlera peut-être plus tard. Voilà, toutes les contraintes techniques, juridiques, matérielles, technologiques, etc. Et donc, voilà, la force d'un service innovation dans un SDIS, c'est de faire cette transversalité sur un projet, par exemple, comme le pompier connecté, et d'aller chercher tous les partenaires à l'intérieur du service départemental, mais aussi à l'extérieur, les partenariats avec Atraxis, avec des startups, voir ce qui se fait aussi dans le domaine privé, dans le milieu universitaire. Aujourd'hui, on n'est pas assez tourné, les sapeurs-pompiers, vers le milieu universitaire. Nous, dans le Val d'Oise,
Sur le pôle de Cergy-Pontoise, on a un pôle universitaire avec des écoles d'ingénieurs de malades et on ne se tourne pas encore assez vers eux. Alors ça y est, on a lancé la démarche et ils commencent à bosser avec nous. Mais voilà, donc l'objectif, c'est que sous un sujet, alors il y a le pompier connecté, mais il y en a plein d'autres, on en parlera probablement. Il y a les drones. Alors ça y est, les drones, on est lancé dedans, mais on voit aujourd'hui que dans les domaines du feu d'artifice, il y a des drones qui volent en flotte, en grappe. Et nous, on regarde ça avec un espèce de regard extérieur en disant « c'est joli, c'est sympa ». Mais est-ce qu'il n'y a pas un jour des grappes de drones qu'on pourrait envoyer sur intervention, chacun avec une mission différente ? Je ne sais pas. Voilà, donc tout ça, l'innovation, pour les sapeurs-pompiers, pour notre côté en tout cas, modestement, c'est ça. C'est d'essayer d'avoir un spectre très large, de sortir surtout de notre milieu pompiero-pompier, d'aller chercher plein de partenariats. Et le pompier connecté n'est qu'un sujet parmi d'autres pour aller chercher tous ces partenariats autour d'un sujet innovant. Nicolas, vous vouliez... J'allais dire, le pompier connecté, c'est en fait le pompier doit être connecté au monde extérieur. Il doit être connecté à l'ensemble. C'est pas un pompier connecté en soi. Il faut qu'on s'ouvre. Et tu l'as très bien dit. Il faut qu'on s'ouvre à l'extérieur et il faut qu'on sorte de notre silo de pompiers. C'est-à-dire qu'en fait, on est des pompiers et on fait du pompier. Mais en fait, à côté, il y a des gens qui font d'autres choses et qui peuvent s'intégrer. On fait maintenant, il n'y a plus de feux d'artifice en Chine, par exemple, où il y a peu. C'est des drones qui font. Vous avez tous vu ces images-là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le récupérait pas pour le monde sapeur-pompier ? Alors oui, effectivement, c'est sympa, c'est joli. Mais c'est ça, se connecter au monde extérieur, c'est de voir ce qui se fait pour pouvoir l'intégrer et le mettre à la sauce pompier. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Effectivement, pompier connecté, dans ce que vous disiez, il y a à la fois être connecté pour pouvoir, enfin 4G, 5G, pour pouvoir intervenir, mais il y a aussi peut-être l'analyse des pratiques, aussi pour avoir de la data, comment on est intervenu, en combien de temps, combien de pas, combien de litres de sueur, etc. Oui. Ça fait partie, ça aussi ? Alors ça fait partie, au départ c'est la feuille de route qui a l'air un peu sympa, c'est ce que je disais, mais une fois de plus, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc c'est un vrai travail derrière, c'est pour ça qu'il faut se mettre à plusieurs autour de la table. Alors si on reste sur cet exemple du pompier connecté, si on parle des données physiologiques, ok, on récupère un rythme cardiaque, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce rythme cardiaque ? Est-ce qu'un rythme cardiaque chez un pompier qui vient de monter des volets d'escalier, est-ce que c'est le même que quelqu'un qui est au repos ? Bien évidemment non. Mais il faudrait aussi le mettre en relation avec son âge, sa physiologie, ses conditions médicales. Donc on voit bien que ce n'est pas le tout de récupérer de la data. Qu'est-ce qu'on fait après tout ça ? Donc on fait le jeu de mots avec le pompier connecté, mais c'est vrai. Sur le dossier du pompier connecté en intervention, il faut qu'on soit, nous, connectés à tous les milieux extérieurs, etc. Et je rejoins aussi ce que disait Julien tout à l'heure. Nous, on est énormément dans le partage. Dans le 95, on partage tous nos travaux, toutes nos études, etc. Mais je pense que c'est un peu la philosophie qui commence à exister depuis quelques années. Mais surtout, je rejoins ce que disait Julien, c'est qu'il ne faut surtout pas recommencer à faire quelque chose qui a été fait par les petits collègues. Et ça se trouve, en plus, ils l'ont fait mieux que nous. C'est ça la question. Donc, il faut s'enrichir chacun de nos travaux. C'est justement la question que je vais poser à Nicolas Chaussat, puisque vous êtes au SDIS de l'Essonne. De l'Essonne, 91. Est-ce que les SDIS, entre eux, s'appellent pour dire tiens, moi je suis en train de faire un pompier connecté et toi qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que ça t'intéresse mon pompier connecté ? Est-ce que ton drone là tu pourrais me le prêter pour que je fasse un petit tour que je vois ? Est-ce qu'il y a ce type d'interaction ou trop peu encore ? De plus en plus. Donc ça c'est la façon positive. Donc trop peu encore. C'est la façon positive de répondre à la question. Trop peu à mon goût, évidemment, parce que c'est pas structuré, parce qu'on est souvent sur des échanges de personnes qui se connaissent, des échanges de pratiques, des échanges zonales, parce qu'on a des zones de défense, donc on va travailler avec des référents et on va les communiquer. Mais en tout cas, il n'y a pas de structure aujourd'hui clairement identifiée. Ou alors il y a plein de structures différentes qui essayent d'agréger en fait toutes ces données-là, mais exactement ce qu'on disait là. Chacun refait à sa sauce et chacun a envie, du fait de la départementalisation, d'aller développer son propre projet. Et ça, je pense qu'on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup d'argent. Et la mutualisation, en tout cas, c'est quelque chose qui doit stimuler et qui devra être de plus en plus présente pour activer cette innovation de façon efficace et efficiente, parce que c'est bien de faire l'innovation, mais si on patauge tous de notre côté, on ne va pas avancer très vite et on va prendre du retard par rapport à l'ensemble du monde qui nous entoure. D'ailleurs, Mathieu, et je parle sous votre contrôle, mais vous parlez de la départementalisation des SDIS. Donc, du coup, on va chercher l'argent au niveau départemental et régional. Et donc, du coup, ça coupe. Et alors, est-ce que ça coupe plutôt, parce que c'est la question, est-ce que ça coupe
de certains financements, de certains accompagnements étatiques, d'avoir comme ça cette régionalisation des SDIS ou pas du tout? Je vous donne la parole après, Julien. Pas forcément. C'est pas forcément problématique d'un point de vue de la recherche de financement. Enfin, il y a un côté où le ministère de l'Intérieur n'a pas forcément une agence de l'innovation qui va diffuser de l'argent comme on peut le voir dans d'autres ministères. Et qui a même son nez, par exemple, dans le SDIS pour voir ce qu'on fait. Donc, il y a un côté où, j'allais dire, ça coupe pas puisque les financements nationaux sont pas forcément là. Alors, j'exagère parce que c'est pas complètement vrai, mais si je caricature, c'est un peu ça, et ça coupe pas forcément. Par contre, il y a toujours ce côté transfert d'informations qui fait qu'on pourrait quand même se dire je vais récupérer ce qui a déjà été fait sur un prototype pour aller plus loin, pour pousser mon projet et pas refaire le même prototype. Donc il y a un côté où on ne se coupe pas de sources de financement, mais par contre on multiplie les financements par plusieurs. Et le côté, je voulais rebondir sur le côté partage, c'est assez intéressant parce qu'il y a, pour avoir beaucoup travaillé dans le secteur public, il y a beaucoup d'exemples de partage interne au secteur public qui sont très positifs. C'est intéressant, je n'avais pas forcément prévu d'en parler, mais un exemple qui est typique, c'est d'un projet informatique qui a été développé par le Parc national des Écrins en 2015, qui est un système de gestion des sentiers. En tant que parc national, ils avaient besoin d'un système de gestion des sentiers, un système informatique, qui devient aussi une application de mise en avant des sentiers pour tout un chacun. Et en fait, c'est un projet qui, dès le début, a été réfléchi comme étant à partager. Donc d'un point de vue purement juridique, ça voulait dire que les licences du logiciel sont ouvertes, le code source est diffusé, etc. Tout est en open source. Voilà, quoi. tout est en open source, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est un des projets qui est le plus ancien sur ce modèle-là. Aujourd'hui, il y a plus de 140 structures qui ont repris le projet. Et grâce à ces 140 structures qui ont repris le projet et qui l'utilisent pour eux-mêmes, il y a eu plus de, je crois qu'on en est à la 9e ou 10e version d'amélioration qui a été apportée par toute cette communauté. C'est pas je l'ai pris, je l'ai mis chez moi et je parle plus aux autres. Non, aujourd'hui, il y a une communauté de tous les développeurs qui travaillent sur le projet et tous les parcs nationaux le connaissent. On est aussi au niveau européen. Donc il y a beaucoup de communautés qui ont repris aussi, communautés de communes pardon, qui ont repris le projet. Donc c'est un très bon exemple comment le partage peut nous permettre d'éviter justement de repayer plusieurs fois ce qui a été fait. Et donc je ne peux que féliciter cette idée de partage. Et Dieu sait que c'est pas toujours le cas. On a parfois envie, pour des raisons parfois humaines, parfois un petit peu de marketing, de se mettre en avant dans l'innovation, parce que c'est aussi un mot, un buzzword où on aimait en faire, et on dit c'est nous, c'est la nôtre. C'est bien de dire on l'a fait ensemble, on la partage. Je pense que c'est un des points qui est très important aussi. Julien. Oui, juste un point effectivement là-dessus où on va dire on a souvent cette idée, on va dire aussi commune, on va dire ce biais cognitif, on va dire commun dans le monde des secours en règle générale, mais pas que, mais là vu qu'on est à Secours Expo, on va parler de ce milieu-là, c'est d'associer innovation avec financement extérieur. On peut innover en fait constamment déjà par rapport à ses propres besoins et on n'a pas forcément besoin d'avoir des sources de financement extérieur pour pouvoir lancer des démarches. Mais avec quel argent alors ? Aujourd'hui, je ne sais pas, quand vous achetez dans une société d'ambulance ou que ce soit les sapeurs-pompiers, etc., qui achètent déjà, on va dire, des outils, par exemple, multiparamétriques pour équiper leur ambulance, vous pouvez déjà faire de l'innovation au moment que vous allez racheter cet appareil. Vous pouvez déjà, on va dire, pouvoir accentuer, on va dire, peut-être du développement vis-à-vis de votre fournisseur, vis-à-vis d'une technologie que vous avez besoin pour répondre à des irritants terrain qu'on parlait tout à l'heure. Et cet appareil, vous le financiez déjà. Vous avez déjà acheté cet appareil. Donc à travers des renouvellements de parcs, à travers des renouvellements de matériel, vous pouvez déjà aussi innover tout en conservant, on va dire un budget qui était déjà prévu à ça. Ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, quand on parle d'innovation, on imagine tout de suite un nouveau produit complètement révolutionnaire. Or, l'innovation, ça peut être tout simplement aussi se mettre à jour sur les logiciels ou sur les mécanismes qu'on a, enfin les appareils qu'on a dans les VSAV ou quoi, par exemple. Tout à fait. Et puis donc Mathieu complétera bien entendu sur les différents types d'innovation s'il le souhaite après, mais c'est ce qu'on appelle, on va dire, l'innovation agrémentale quelque part. Donc c'est-à-dire qu'on va améliorer, on va dire, le service, on va améliorer le produit au fur et à mesure
de son utilisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est courant, bien entendu. Nos smartphones aujourd'hui, c'est ça. Il y a énormément de choses. Par contre, après, il y a des innovations effectivement de rupture qu'on peut vraiment conduire, comme l'iPhone l'était au début. Donc c'était vraiment, si on peut faire ce parallèle comme ça. Par contre, là, effectivement, et c'est là que les décideurs, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit justement peut-être aussi les décideurs publics, justement dans ce domaine-là, l'innovation, potentiellement, quand c'est, on va dire, un peu de rupture ou quand c'est nouveau, ça peut coûter un coût d'entrée supérieur. Mais il faut aussi mesurer l'ensemble, on va dire, de la chaîne de valeur et ce que ça va nous rapporter, on va dire, à la fin, au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, au bout de 7 ans, on va dire, d'utilisation. Et ça, c'est ça qui est important aussi, c'est sur cette qualité de service qu'on va potentiellement améliorer, donc la valeur qu'on va créer, ou le service qui va être amélioré, on va dire, si on parle plus, on va dire, au niveau du service public. Et ce coût d'entrée-là, il faut vraiment le prendre sur un coût global, un coût complet, aller chercher justement ce qu'on va pouvoir économiser. Je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est plus facile, on va dire, à transposer. Quand vous faites, on va dire, dans un bâtiment, quand vous investissez, on va dire, dans un système de pilotage de l'énergie, par exemple, pour pouvoir mieux contrôler la température en fonction de l'usage des bureaux, des locaux, d'une caserne de sapeurs-pompiers, peu importe. Forcément, ça va être un coût d'entrée beaucoup plus important. Néanmoins, toutes les économies d'énergie que vous allez faire grâce à ça, il faut aussi le prendre en compte. Et c'est cette vision, on va dire, aussi un peu plus lointaine, ce long terme, ce moyen long terme qu'il faut toujours aussi avoir quand on se lance dans ce processus et pas seulement avoir ce regard du prix d'achat tout de suite, ce coût d'entrée avec ce côté annualité, on va dire, des budgets publics. Commandant, devant toi. Oui, je voulais juste dire que c'est pas forcément toujours une histoire d'argent. Innovation égale pas gros sous et grosses sommes. Innovation, c'est ce qu'on disait, c'est des fois juste l'amélioration de l'existant ou un petit détail qui en fait perturbe tout le monde au quotidien et qui, si à un moment ou un autre n'est pas remonté et partagé et ensuite amélioré, eh bien, en gros, ça emmerde tout le monde. Et rien que ça, l'innovation, c'est aussi ça. C'est pas forcément quelque chose qui vient du niveau supra, avec la grosse idée et quelque chose qui est descendant. L'innovation, et c'est un peu nouveau chez les pompiers depuis quelques années, c'est aussi de permettre aux sapeurs, aux premiers sapeurs en bas, de faire remonter sa bonne idée et qu'elle puisse remonter en plus, si on peut, de la façon la plus directe possible, sans qu'elle soit bloquée par notre système hiérarchique et pyramidal. Et pour que la petite idée, qui va peut-être pas nécessiter des millions d'euros d'investissement, mais en tout cas que l'idée du terrain, elle remonte et qu'elle soit ensuite uniformisée, partagée, voire améliorée, etc., à l'intérieur du SDIS. Et puis comme on parle de pompiers connectés, qu'on le partage aussi à d'autres SDIS. Et c'est ça aussi l'innovation. C'est pas forcément que des gros trucs, intelligence artificielle, flotte de drones ou je sais pas quoi. L'innovation, ce n'est pas forcément une révolution. C'est ça, parce qu'on associe souvent innovation et révolution. L'innovation, c'est comment, par des choses, on va pouvoir améliorer le système existant. Et donc, des fois, c'est effectivement des petites choses. Je sais pas, on parle beaucoup des plannings ou des choses comme ça. Trouver une solution pour améliorer, ne serait-ce qu'en local, ça permet d'être une innovation. Et puis, effectivement, on parlera peut-être après de l'intrapreneuriat, mais il ne faut pas oublier aussi que les innovations, elles viennent de l'intérieur et il faut le cultiver. Alors ça, c'est aussi de l'innovation managériale, mais cultiver l'innovation, l'intrapreneuriat, parce que les gens chez nous connaissent aussi beaucoup de choses. À l'intérieur des structures, ils connaissent beaucoup. Et donc, il faut favoriser justement cette innovation en interne. On travaille notamment, nous, sur le concours de l'innovation des sapeurs-pompiers. Il y a toujours deux catégories, hein. Les sapeurs-pompiers, il y a aussi les entreprises publiques, enfin les entreprises autres hors pompiers. Et donc ça, je pense que c'est important aussi de le souligner. Innovation n'est pas toujours révolution. Alors, on va quand même parler un peu de révolution avec ces propulseurs de surface qui font également sous-marins. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, une fois de plus, on est toujours sur du produit, mais une fois de plus, ça peut être des process et plein de choses. Mais ça, c'est un produit que le SDIS du Val d'Oise a acheté il y a maintenant 3 ans. Et c'est un produit qu'on est allé piquer au monde des surfeurs et des plongeurs, etc. Donc, une fois de plus, ce qui prouve bien qu'il faut sortir de notre milieu pompier, parce que ce n'est pas un matériel qui était initialement destiné au secours. Voilà, c'est un propulseur de surface comme un espèce d'hydrojet. Et juste en appuyant sur un bouton, l'appareil peut descendre jusqu'à 40 mètres de profondeur. On peut régler la profondeur. Donc si en plus on veut avoir des sauveteurs juste de surface,
ils peuvent juste descendre à 5 mètres et la machine s'arrête. Si on a des plongeurs, ça peut descendre jusqu'à 40 mètres. Donc voilà, on a fait l'acquisition de ces machines-là. On en a dispersé un peu dans tout le département parce qu'on a quelques cours d'eau autour de nous, la Seine, l'Oise, etc., qui sont présents. Et c'est surtout que ça, une fois de plus, ça répondait à un besoin du terrain en termes de sécurité. C'est-à-dire que d'utiliser ces propulseurs, ça évite que le sauveteur aquatique ou le plongeur bataille contre le courant. La machine le propulse et l'amène jusqu'au point d'immersion. Et du coup, on a gagné énormément en termes de sécurité. Et ça, c'était un vrai besoin. Et ça répondait vraiment à une commande, une fois de plus, des utilisateurs. Donc on est allé chercher ces machines-là qui étaient destinées au monde sportif. Et on l'a transformée. Donc maintenant, en plus, elle est équipée de systèmes d'accroche. Ça peut tirer ce qu'on appelle les frites de sauvetage, voilà, les bouées de sauvetage, etc. Ça peut tirer du matériel. Ils sont suffisamment puissants pour tirer 3 sauveteurs ou alors 2 sauveteurs et une victime qu'on ramène, etc., etc. Donc voilà, et maintenant, on les a intégrés dans nos véhicules. Et on a été le premier SDIS de France à se lancer là-dessus. Et puis maintenant, bien évidemment, on le partage avec les formations qui vont avec. Une fois de plus, je parlais des poupées russes tout à l'heure. C'est pas le tout d'acheter le super matos. Derrière, il y a les règles de sécurité, les normes, la formation, etc., etc. Mathieu Reur, de votre côté, vous vouliez nous parler d'une lance à incendie diphasique développée par les pompiers de Paris avec la société Zelup, c'est ça? Et Zelup Leader Group? Oui, effectivement. Zelop, Alors, pardon. je suis probablement pas le meilleur pour en parler, puisque je suis le seul qui n'ait pas beaucoup d'expérience de pompier, voire zéro. Mais le fait est que c'est un projet qui est très intéressant parce qu'il regroupe beaucoup de choses qu'on vient de dire, notamment pour commencer le concept d'ouverture, de s'ouvrir aux autres et de trouver dans d'autres domaines des innovations, des choses qui pourraient être intéressantes. Parce que l'histoire de cette lance, alors c'est une lance à incendie qui a été développée au cours des 6-7 dernières années et qui a le gros avantage d'utiliser entre 5 et 7 fois moins d'eau pour une même capacité de réduction calorifique. En tout cas, les pompiers pourront me dire si c'est le cas ou pas, mais c'est ce qui a écrit et ce qui a été testé. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine de ce projet, c'est une rencontre que j'ai eue avec une personne de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui me disait qu'il y avait cette notion de ce dont on parlait un peu tout à l'heure, d'innovation. Ce n'est pas de l'innovation idée d'un pompier, c'est plutôt on pense qu'il y a une question et il faut travailler sur la brumisation de l'eau dans la réduction notamment calorifique pour regarder si ça peut nous aider. Ça nous permettra d'atteindre un grand objectif qui est d'utiliser moins d'eau. Et en fait, cette discussion qu'on a eue a amené à une réflexion que j'avais moi avec une entreprise que j'avais vue et que j'avais accompagnée qui s'appelle Zelop dans les années 2012-2013 qui avait un pistolet qui brumisait de l'eau pour nettoyer les chaussures et les clubs de golf. Et j'ai dit à cette personne des pompiers de Paris, tu devrais discuter avec l'entrepreneur. En plus, il est super intéressé. C'est un petit géo trouve-tout. Il a plein d'idées, etc. Et donc, ils se sont lancés. Et au bout de 6-7 ans, le projet a amené une lance à incendie qui utilise 6 à 7 fois moins d'eau, qui permet également de faire un brouillard d'eau pour protéger le pompier. Donc, il y a énormément de co-bénéfices, je dirais, à cette innovation. Mais à l'origine, c'est quelque chose qui sert à nettoyer des clubs de golf. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans un autre domaine et c'est comme ça que beaucoup d'innovations naissent. Et donc, je reviens encore sur cette idée d'ouverture vers les autres. C'est quelque chose qui est primordial. Nicolas Chaussat, justement, dans votre SDIS, comment est-ce qu'elle se structure, cette innovation, finalement? Est-ce que vous avez des référents? Est-ce que vous faites des réunions dessus? On a le bon exemple. Ce n'est pas mon SDIS, mais on travaille beaucoup ensemble par la proximité de la zone. Donc, de plus en plus dans les SDIS, il y a des référents. On commence par le niveau référent, des référents innovation, avec des fois une vision, un prisme très matériel. C'est souvent, d'ailleurs, on se rend compte que c'est comme ça qu'on rentre dans l'innovation, par l'innovation technologique. Et puis après, alors souvent aussi grâce à des personnes, à des directeurs ou à des gens qui poussent sur l'innovation, ça grandit. Ça grandit et je pense que l'exemple du 95 est un bel exemple parce que ils sont partis d'un référent, c'est monté en service et puis plusieurs services, ça devient un groupement et aujourd'hui on se rend compte, un groupement c'est un maillon central dans un service d'incendie de secours et donc du coup on place l'innovation au centre. Et ça va rayonner après de façon transversale sur tous les autres groupements et sur l'ensemble des structures.
Donc ça, c'est le premier niveau. Donc il faut encourager justement ce niveau-là. Pour ça, il faut aussi se former. Parce que y a plein de gens qui ont la culture, on a une appétence à la technologie, donc on va aller sur l'innovation parce qu'on aime la communication, on aime l'intelligence artificielle, on aime plein de choses, mais c'est une appétence personnelle. Et je pense que Olivier Richefou le disait, il faut aussi le professionnaliser, il faut travailler avec la formation, il faut se former à l'innovation, aux innovations. Et donc on est au tout début avec certains départements, le 95 en est un exemple, le 31, le 44, on peut en reparler, mais ils sont aussi extrêmement avancés dans le sujet, ils sont carrément dans la Smart City, donc ils vont aller connecter, ils sont totalement dans la Smart City, donc ils sont connectés avec l'ensemble, notamment au niveau de Nantes, l'ensemble de la ville et s'intègrent dans l'innovation totale sur le territoire. Et donc c'est en train de se démocratiser. Et j'espère, en tout cas, il faut qu'on cultive ça, qu'à terme, on aura plus que des représentants, plus que des points de contact dans les SDIS. Et ça marche aussi au niveau de la direction générale, qui essaye d'agréger. Mais on voit avec d'autres structures, on peut citer Valabre, l'ENSOSP, l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, et puis d'autres structures comme nous, à 4axis, où on essaye d'animer, on essaye de diffuser, de partager de façon, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de façon totalement libre les choses. C'est-à-dire qu'on ne prêche pas pour une paroisse, on n'est pas là pour travailler pour le SDIS 91, le SDIS 95, l'ENSOSP. On est là pour mettre en avant des solutions et libérer un peu les esprits, faire se rencontrer, l'histoire de Zélop est vraiment superbe, faire se rencontrer les écosystèmes pour pouvoir justement trouver des solutions à destination des pompiers, à destination de la population. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est notre rôle premier, il est quand même là de trouver des solutions pour aller aider les gens. J'aimerais parler maintenant de l'intelligence artificielle. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. On avait ce matin une table ronde autour de la prise en charge de l'arrêt cardiaque en 2050, où on a parlé évidemment d'innovation. Et un de nos invités disait l'intelligence artificielle ne va certainement pas nous remplacer. En revanche, elle va permettre à beaucoup de gens de faire en quelques secondes ce qui nous prenait plusieurs heures, voire parfois plusieurs jours à travailler. De quelle manière l'intelligence artificielle s'intègre déjà dans vos SDIS respectifs ou pas d'ailleurs, et chez Atraxis aussi, de quelle manière vous travaillez dessus, parce que c'est maintenant, c'est un vrai sujet, ça se développe bien. Alors, une fois de plus, pour le 95, il y a 2 ans, on a commencé à travailler avec une société qui est un peu connue dans ce domaine-là, qui s'appelle Capgemini. On a travaillé, il y a 3 ans maintenant, on a travaillé sur un dossier pour lequel on a eu un crédit impôt recherche, etc. Donc il y a les histoires de financement, bien évidemment. Et on a travaillé sur un projet d'intelligence artificielle au CODIS, au centre opérationnel, pour la réception des alertes, sur 2 sujets. Le premier, c'était d'utiliser l'IA pour nous proposer des couvertures opérationnelles. Lorsqu'on a une grosse intervention sur le département, on a plein de casernes qui se vident. Des fois, il nous reste 1 ou 2 agents dans chaque caserne qui sont isolés. Et on perd un temps, une énergie, on fait venir plein de monde pour essayer de reconstituer les effectifs. Et bien là, on a fait travailler l'IA sur des façons innovantes de reconstituer ces effectifs. Et donc, elle nous a proposé des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Quand elle nous dit, eh bien, tu prends le conducteur fourgon de telle caserne qui est tout seul, et lui, il va aller faire la tournée des popotes des 2 casernes qui sont aux alentours. Et je te propose qu'en moins de 10 minutes, tu réarmes un fourgon complet qui n'existe pas, qui est un nouveau fourgon. Je te crée un nom et je te le fais rentrer dans la machine. Alors que nous, aujourd'hui, on fait venir des équipes de loin qui prennent des risques, des fourgons qui viennent d'encore plus loin. On rappelle des gens de repos qui vont prendre des risques aussi. Et du coup, l'IA nous a proposé, par exemple, ce genre de solution. Alors, et ça vous est apparu pertinent ? Ah, bien sûr. Parce que ça remet en cause quand même beaucoup de choses. Alors, c'est ça, ça fait partie de l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter d'être bousculé. Si on veut aller chercher la bonne idée ailleurs, il faut accepter déjà qu'elle ne vienne pas de nous, et puis qu'on soit bousculé dans nos acquis. Donc ça fait partie de la règle du jeu. Et bien évidemment, alors après l'IA, il faut remettre la chose à sa place. Ça ne reste qu'un outil d'aide à la décision. Bien évidemment, il y aura toujours l'opérateur, le sapeur-pompier, un officier de permanence, quelqu'un qui va de toute façon choisir de valider ou de ne pas valider l'idée de l'IA. Et il y a un deuxième sujet qui a été plus dur avec l'IA au centre opérationnel, c'était d'essayer de nous aider à détecter les appels malveillants pour éviter les fausses alertes, voire les guet-apens, etc. Alors ça marche dans le privé, pour des centrales d'appel, etc. Sauf que l'IA, là, elle a trouvé très vite sa limite parce que c'était très dur pour elle de faire la différence, d'essayer de détecter un appel malveillant, parce qu'un appel malveillant, c'est quelqu'un qui va avoir un ton de voix bien spécifique, qui va choisir ses mots, qui va peut-être trafiquer sa voix, etc.
Sauf que quand les gens nous appellent en situation d'urgence, ils sont déjà un peu dans cette situation-là. C'est ça. Ils ne sont pas dans leur état normal, Ouais. ils n'utilisent pas leur voix d'habitude, ils parlent plus vite, ils choisissent des mots qu'ils n'ont pas l'habitude, ils cherchent leurs mots. Et du coup, là-dessus, l'IA, elle a été un peu en défaut. Donc vous voyez, c'est aussi ça l'innovation, c'est aussi d'essayer de partir sur des projets. Puis des fois, certains aboutissent et c'est super, ou pourraient aboutir et ensuite méritent d'être ensuite plus développés. Et d'autres amènent sur une voie qui peut-être pour l'instant est sans issue, mais pas totalement. Il faut non plus jamais refermer la porte. Peut-être que dans 2-3 ans, lorsque la technologie aura peut-être plus évolué, les procédures, etc., peut-être qu'il faudra aussi rouvrir ce dossier et le reprendre. Donc j'ai aussi appris à jamais jeter un dossier à la poubelle, parce que c'est aussi ça l'innovation. Il y a des fois aussi des histoires de timing, de tempo, de bon moment où la chose arrive sur le bureau, en fait. Nicolas Chaussat. Oui, puis aussi, il faut dire que l'innovation, c'est une culture. Et donc, il faut, pour l'instant, l'intelligence artificielle, l'innovation, elle est peu présente. Elle est présente, mais elle se construit. Et il faut arriver à former, à acculturer les personnels. Nous, on a travaillé avec Atraxis sur un cycle de formation à l'intelligence artificielle pour les cadres de la sécurité civile avec la DMIA, la délégation ministérielle pour l'intelligence artificielle. Et on a vu que voilà, les gens connaissent, les gens lisent, les gens apprennent des choses sur l'intelligence artificielle, mais comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre culture sapeur-pompier pour éviter le rejet, on l'a dit, hein, la peur de, un jour, c'est l'intelligence artificielle qui va me remplacer au CODIS pour prendre les appels et puis qui va envoyer des secours. Enfin, on est sur du fantasme, on est sur plein de choses qui ne sont pas réelles. Et donc, du coup, il faut s'acculturer, il faut acculturer nos cadres. Et puis, on voit aussi que l'innovation technologique et l'IA ne vient pas sans un changement culturel et sans de l'innovation managériale. Forcément, il faut changer nos cultures, il faut changer nos habitudes managériales, il faut changer, il faut accompagner ce changement technologique. Et ça, c'est aussi un gros défi qu'on a, de pouvoir faire différemment, de changer nos pratiques. Et il faut y penser dans un projet technologique. Si on ne prend pas cet accompagnement-là, on a quand même beaucoup de chances que le projet il tombe à l'eau. Allez-y. Oui, et même si c'est très important, mais surtout sur ces notions d'intelligence artificielle, encore une fois, la question, je pense, pour l'auditoire, etc., dans n'importe quel secteur d'activité où vous travaillez, c'est pourquoi ? Pourquoi vous voulez avoir cette intelligence artificielle ? Pour couvrir, on va dire, des zones de risque beaucoup plus qui sont déficitaires, pour qu'il y ait un engin qui puisse répondre plus rapidement. Il faut aussi, comme ça a été le cas lors du Covid, où il y a eu beaucoup d'expérimentations pour dégager du temps, pour voir s'il y avait des clusters dans les casernes, etc., qui a pu être expérimenté. C'est vraiment cette question-là, c'est pourquoi je veux mettre, on va dire, cette technologie, que ce soit l'IA ou une autre, à disposition, on va dire, de mon service, de mes agents. Après, il ne faut pas aussi nier que l'intelligence artificielle peut être, on va dire, très rapide, je pense, dans notre écosystème, on va dire, secours, implémentée pour tout ce qui est tâches rébarbatives, tout ce qui est tâches, on va dire, sans forcément une très forte valeur ajoutée pour quelqu'un qui fait au quotidien les mêmes choses, pour les rapports, pour que ça soit pour les rapports, que ça soit pour les ambulanciers, pour les sapeurs-pompiers, les plannings, etc. Et ça, c'est vrai que c'est des tâches qui sont chronophages, qui peuvent démotiver, on va dire, un certain nombre, on va dire aussi, de personnel. Parce qu'ils ne viennent pas pour ça. Non, ils viennent pas pour ça. Ils ne s'engagent pas pour ça. Exactement. Et en plus, ça dégage du temps pour apporter vraiment la vraie intelligence humaine, celle qui va pouvoir analyser, celle qui va pouvoir comprendre, celle qui va pouvoir proposer, plutôt que d'éviter faire les mêmes clics ou les mêmes rapports au fil de la journée. Voilà. Mathieu Reur sur l'intelligence artificielle qui, évidemment, est en train de révolutionner un peu notre monde. Je rejoins quelque chose de très important, c'est la formation ou la sensibilisation à ce sujet, notamment INOP qui a pas mal de référents innovation dans différents ministères. On en parlait avec plusieurs membres de notre communauté qui disaient tous la même chose, notamment, alors ça portait sur l'IA générative, les LLM, tout ce qu'on voit avec ChatGPT. Ils avaient tous, moi j'exagère, les 3/4 d'entre eux avaient un chef qui leur avait dit bon, quand est-ce qu'on utilise ChatGPT là, dans l'innovation, il faut que ça nous serve à quelque chose, ça va changer, etc. Le fait de comprendre ce que c'est que l'IA générative, ce que fait ChatGPT, comment il le fait, à quoi ça peut servir et à quoi ça ne peut surtout pas servir, parce qu'il y a des biais, parce qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles on ne peut pas tout faire avec. Le fait d'expliquer ça. Surtout qu'il faut bien dire que ChatGPT, des fois, dit des conneries. Exactement. Il hallucine sur certains sujets. Mais il y a des raisons. Il y a des raisons techniques très claires.
Il faut juste le comprendre. Sans être un expert de l'IA, on peut expliquer assez simplement les raisons pour lesquelles ChatGPT hallucine. Et une fois qu'on l'explique, je pense que je ne vais pas dire ma grand-mère le comprendrait, j'en sais rien, 94 ans ça va être dur, mais le fait est que la sensibilisation à ce que peut faire l'IA et ce que ne peut pas faire est très important. Et un deuxième point que je trouve important et qui rejoint les questions d'organisation, certains domaines de l'IA demandent une vraie mutualisation et ne peuvent pas se faire par des petits projets, entre guillemets. La question d'entraîner des intelligences artificielles très spécifiques, encore une fois, qui correspondent à un besoin, qui correspondent à « je veux faire ceci avec mon intelligence artificielle », ça va demander très souvent des grandes quantités de données. Et la donnée, dans certains cas, elle n'est pas assez importante. Je pense que certaines échelles, comme peut-être l'échelle du SDIS pour certains cas, la quantité de données n'est pas assez importante. C'est là où l'organisation de l'innovation, le fait de mettre en place un acteur peut-être central qui, sur certaines problématiques, qui sont des problématiques d'innovation de rupture, on parle peut-être de grands changements de paradigme, là un acteur central a du sens parce que la notion d'échelle dans l'innovation, et notamment dans l'intelligence artificielle, a vraiment du sens. Il faut se regrouper à plusieurs pour pouvoir atteindre un certain niveau dans l'intelligence artificielle. Vous vouliez réagir ? Oui, c'est exactement ça, parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'IA, avant qu'elle puisse être en capacité de nous proposer des solutions, alors déjà, elles ne sont pas toutes parfaites en plus, ces solutions, donc elles doivent être à chaque fois corrigées, c'est comme ça qu'elle apprend, l'IA aussi, mais avant qu'elle soit pleinement opérationnelle et qu'elle puisse nous proposer des solutions opérationnelles, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un travail en amont pour apprendre à l'IA, c'est comme un enfant, pour lui apprendre toutes nos données métiers. Et je rejoins ce que disait Mathieu, nous il a fallu déjà donner 10 ans de données opérationnelles, etc., pour que l'IA soit un petit peu pertinente. Donc concrètement, si on donne moins de data, eh ben, elle va proposer des choses plus aberrantes. Et plus on va donner de data, et plus elle va devenir fine. Mais tout ça, il faut lui apprendre. C'est-à-dire qu'il a fallu que... Moi, j'ai passé 2 ans là-dessus, sur ce dossier-là. Et bien évidemment, il n'y avait pas que celui-là. Mais pour apprendre à l'IA, ce que c'est qu'un fourgon, qu'est-ce qu'on y met dedans, quelles sont les compétences, les formations, expliquer à l'IA, enfin à des data scientists, à des opérateurs, etc., mais bien évidemment qui intègrent l'IA, leur expliquer qu'avec un fourgon, on ne fait pas qu'une seule mission, on ne fait pas que éteindre les feux, on peut aller sauver des gens avec l'échelle, enfin voilà, on a plein de missions, la lutte contre les pollutions, plein de choses. Et du coup, tout ça, il faut l'apprendre à l'IA. Qu'un pompier, un coup, il peut être dans une ambulance et 3 secondes après, il peut être dans un fourgon, etc. etc. Donc, on ne se rend pas compte, mais il y a un travail de dingue en amont pour que l'IA, elle agrège toutes ces données. Et donc, oui, forcément, là aussi, on a nos limites si on reste à un échelon départemental, si on reste petit. Puis en plus, si l'autre à côté recommence la même chose, c'est une catastrophe. Et je vous parlais de ce projet d'IA, mais pour être totalement transparent, il n'a pas abouti. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on était dans une phase de développement, de recherche où il y a des financements. Et une fois qu'on a fini cette étape-là et qu'il faut finir ensuite par la dernière phase de développement avant mise en service, mais c'est encore des budgets par centaines de milliers d'euros. Et là, on atteint la limite départementale de nos SDIS. Et je rejoins mes collègues sur ce qu'on dit, c'est que là, c'est des projets qui ont besoin soit d'être mutualisés à plusieurs départements, soit d'être portés vraiment au niveau macro, pour qu'on ait un peu les épaules et qu'on soit en capacité de développer des projets comme ça jusqu'au bout, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire alors? Quelle décision vous allez prendre pour continuer ce projet malgré tout, ou vous le mettez en pause? Alors, on le met en pause, et puis l'objectif, c'est d'essayer peut-être un jour de le relancer en mutualisant, en trouvant les financements. On parlera peut-être un peu plus tard justement des recherches de financement. Mais c'est tout ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Et après, ce travail-là, il est jamais perdu. Il est pas, une fois de plus, il ne part pas à la poubelle. Il y a d'autres projets d'IA qui existent aussi, dans plein de domaines, voilà, sur nos SDACR, nos schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques. C'est des documents qu'on sort tous les 5 ans, voire plus. Et à peine le document sorti, où on a analysé tous les risques dans nos départements, à peine le document sorti, il est déjà presque obsolète, tellement que nos bassins de risque évoluent sur nos territoires. Et du coup, peut-être que là aussi, l'IA pourrait faire quelque chose et mettre à jour notre SDACR en temps réel, dès qu'elle va chercher des données en open data, des permis de construire, une usine Céveso qui s'implante, une autoroute qui se construit, un ensemble d'habitations qui se construit sur une commune.
eh bien, l'IA, par exemple, pourrait aussi bosser là-dessus et nous proposer des choses en temps réel, sans attendre tous les 5 ans qu'on rebosse sur ce document-là. Mais des champs, il y en a plein. Hein. Sauf que c'est là qu'on s'aperçoit, contrairement à la gendarmerie nationale ou à la police nationale qui sont étatisées, qui ont du coup des budgets et des services bien plus dimensionnés que nous, c'est là que des fois on atteint la limite de notre échelon départemental. C'est là qu'il faut aller chercher la régionalisation, l'interdépartementalisation, voire le niveau national, macro. Bah, c'est une très belle passe décisive, justement, parce que je voulais parler avec Mathieu Reur de l'IA au service de la planification des ressources, qui est utilisée notamment par la gendarmerie nationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'allais presque dire que ce qui est intéressant aussi pour un projet comme celui que vous avez décrit, c'est qu'en parlant, on peut aussi lui trouver des portes de sortie, même s'il n'a pas forcément, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Le fait d'en discuter, de le présenter aujourd'hui, que des gens peut-être réécoutent le podcast de cette table ronde, il y a des gens qui vont peut-être se dire tiens, c'est intéressant, moi aussi je connais. Et alors, voilà, je suis là pour dire est-ce qu'il y a des questions de mutualisation possibles avec ce qu'a fait la gendarmerie sur l'utilisation de l'IA dans la planification de ses ressources justement, en ayant ce gros avantage, on retrouve exactement ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir un jeu de données national des interventions sur plusieurs années, un jeu très conséquent. Il y a cette capacité de mieux planifier et de mieux prévoir les interventions, et notamment, quelque chose qui est probablement très intéressant, en limite départementale, parce que la gendarmerie est quand même décomposé en brigades départementales et historiquement, chaque département va faire sa planification. Et donc l'IA là a servi notamment à essayer de mieux répartir et d'utiliser éventuellement les ressources d'un autre département. J'imagine que c'est quelque chose qui est fait aussi dans les SDIS, mais le fait est que c'est un projet qui, je trouvais qu'il était intéressant parce qu'il illustrait bien le fait qu'avec une grande quantité de données, l'intelligence artificielle a permis d'améliorer grandement la planification au sein de la gendarmerie. Donc je suis, encore une fois, étant plus conseiller sur ce projet, je ne suis pas un expert pour décrire exactement ce qui a été fait, mais le fait est que c'est un bon exemple et c'est un autre bon exemple qui fait que peut-être que là, il faut que les SDIS et les porteurs de ce projet au sein de la gendarmerie nationale se rencontrent pour voir s'il y a des choses à mutualiser aussi. Julien Fischer, Nicolas Chaussat, on parlait justement tout à l'heure effectivement de la recherche de financement. Peut-être un mot là-dessus. Quand on veut développer quelque chose et qu'on est un SDIS par exemple, on va chercher l'argent où? Est-ce qu'on prend sur son budget? Est-ce qu'on appelle son conseil départemental, régional? Comment ça se passe? Je pense qu'il y a différents niveaux par rapport au projet. Ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà le premier budget, c'est celui du SDIS. Comme je vous l'ai dit, on peut déjà innover. Extensibles. Mais qui ne sont pas extensibles, certes, mais par l'innovation, on peut faire beaucoup d'économies parfois, parce qu'on contraint toujours l'innovation à ce que ça coûte cher. Mais néanmoins, je crois qu'il y a une étude du CDE d'ailleurs qui avait justement publié ça il y a quelques années maintenant, 2015 de mémoire. Vous regarderez sur Internet si je me trompe, vous me fact-checkerez, on va dire, après. Néanmoins, il y a une étude de l'OCDE qui a justement démontré, on va dire qu'en principe, les achats d'innovants, dans la majorité des cas, et c'était 76%, faisaient dans l'organisation de faire des économies. Donc, toujours mettre l'innovation comme quoi ça coûte cher, l'étude de l'OCDE prouve que c'est le contraire. Déjà, premier point. Après, tout dépend à l'échelle de temps. Forcément, les 6 premiers mois, ça va coûter un peu plus cher. Donc ça, c'est un point important. Après, les deuxièmes points, on va dire, de financement qui sont intéressants, bien entendu, c'est au niveau des régions. Parce que les régions, aujourd'hui, sont abondées de financement quand même européen pour pouvoir développer des écosystèmes, on va dire, d'innovation au sein, on va dire, de chaque région européenne et sur lesquels il y a des postes, on va dire, dédiés à pouvoir développer des projets, des appels à projets sur lesquels à la fois des fournisseurs du monde des secours pourraient candidater avec, pourquoi pas, donc un service public type un SDIS qui pourrait candidater à ce type d'appel à projet. C'est ce qui a été fait d'ailleurs en Île-de-France avec la région que disait Nicolas tout à l'heure et qui a bénéficié en fait à l'ensemble de la communauté. Après, il y a un autre échelon qui est l'échelon effectivement national aujourd'hui et qui répond quand même à des stratégies assez importantes en fonction des développements des filières industrielles. Vous n'êtes quand même pas sans savoir qu'il y a quand même pas mal de plans autour de France 2030 maintenant, quand même au niveau de France 2030, avec des appels d'offres, on va dire, très dimensionnants,
qui sont diligentés par des organismes. Je prends le satellitaire, par exemple, ça va être le CNES qui va les porter pour justement développer des filières industrielles françaises et européennes pour répondre à des besoins étatiques et des besoins, on va dire, du service public. Après, le quatrième, on va dire plutôt niveau, bien entendu, c'est l'échelle européenne, comme vous vous en doutez, où l'Europe développe énormément de financements pour dynamiser, on va dire, l'innovation. On parlait, Loïc, tout à l'heure, vous parliez d'intelligence artificielle. Il faut savoir quand même que sur ces 6 dernières années, 95 milliards d'euros a été dépensé à l'échelle européenne et intracommunautaire, on va dire, sur l'intelligence artificielle en termes de recherche. Bon, vous parliez de ChatGPT, malheureusement, cet argent n'a pas permis de développer encore le ChatGPT, même s'il arrive avec Mistral, qu'on salue bien entendu, et qui est l'intelligence artificielle française. Donc il faut bien entendu sur ce type de financement, que ça soit à chaque niveau. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de la coopération, du partage d'expériences, etc. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, ça demande une expertise très précise pour pouvoir répondre à ces appels à projets. On ne peut pas non plus s'inventer, on va dire, pour parler européen, parce que ce n'est pas forcément non plus parler anglais, parler européen, pour répondre, on va dire, des dossiers à ce niveau-là, et sur lesquels il faut tout simplement se faire accompagner. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour pouvoir avoir des chances de succès quand même garanties, beaucoup plus importantes en tout cas, pour pouvoir monter ce type de partenariat. Et à l'échelle des SDIS, quel serait l'intérêt, on va dire, d'avoir 97 experts dans ce domaine-là? Est-ce qu'il n'y a pas des pistes de mutualisation ou même dans le secours en règle générale pour pouvoir se fédérer, se mutualiser à travers les fédérations professionnelles notamment, qui peuvent être des vecteurs justement de fédération pour développer, on va dire, ce type de projet à l'échelle plus d'une corporation, à l'échelle d'un métier, plutôt que isoler chacun dans son coin. Oui. Non, juste concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Un exemple, en 2018, je vais dire à peu près, le SDIS 77 avait besoin de numériser ses fiches bilan. Voilà, donc on était au début de la numérisation des fiches bilan. On passe du papier carbone à la numérisation. Alors, ce qui peut sembler être sexy, entre guillemets, c'est-à-dire on a une tablette, c'est super, on est moderne, mais quand on regarde un petit peu plus précisément, c'est un peu plus fin que ça parce qu'on va aller rentrer de la donnée uniformisée, et on va aller la collecter pour pouvoir derrière l'utiliser. Donc c'était une entrée dans ce domaine-là. Comment faire? Ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte 250 000 € à peu près, c'est pas financé, il n'y a pas de moyens, on n'a pas forcément plus d'argent que ça dans les SDIS à cette époque-là. Et en réfléchissant un peu tous ensemble, à Traxis, le SDIS, et en s'ouvrant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y avait des appels à projets, notamment interministériels. Donc, je disais qu'il faut s'ouvrir au monde. On a été faire quelque chose qui, à l'époque, poussait un petit peu de porte. On était voir nos copains du SAMU et on a été leur dire, voilà, on a un projet, on veut dématérialiser nos bilans, vous allez en profiter, peut-être même que vous allez pouvoir dématérialiser avec nous. Et venez, on se met ensemble, on va au ministère et puis on va essayer de faire quelque chose pour pouvoir répondre à cet appel à projet. Et au final, on travaille ensemble. Alors même si au final, on n'a pas totalement abouti sur la partie interministérielle, même s'ils utilisent aujourd'hui nos fiches bilan, parce que aujourd'hui, le responsable de l'ambulance, il passe plus forcément de bilan au téléphone. C'est le SAMU reçoit directement la fiche bilan, il l'interprète en direct. Et on a pu réussir à aller chercher 250 000 € de financement pour aller payer totalement et financer totalement ce projet qui a été le premier pas, puisqu'après le 95 est venu nous voir pour dire vous l'avez fait, on veut le faire aussi. Donc nous on leur a dit pas de problème, venez, on se voit ensemble, on vous donne tout, on leur a tout donné. En tout cas j'espère, mais normalement on a tout donné. On leur a dit voilà comment on a fait, les projets, les fiches, les machins, les embrouilles, les problématiques, les financements. Et puis ils ont réussi ce nous on avait fait peut-être en 2 ans, ils l'ont fait en je sais pas, tu nous diras, mais un an, 6 mois, un an, en tout cas en beaucoup moins. Et puis après le 78 s'est dit tiens nous aussi. Hop. Et puis là on s'est dit 77, 95, 78, peut-être un jour 91. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt justement à aller faire un entrepôt de données commun? Parce qu'on voit bien que la donnée, là, il faut l'uniformiser. Et donc, on a travaillé, beaucoup poussé par le 95 d'ailleurs, sur ce sujet-là. Et on aboutit aujourd'hui à un entrepôt de données et à quelque chose où là, on parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'interventions à l'année. Et ce qui fait que sur 10 ans, on va arriver à plusieurs millions de données sur plusieurs champs. Et une donnée qui est uniformisée, parce que ça, c'est important pour pouvoir l'utiliser, l'injecter après dans de l'intelligence artificielle. Donc l'innovation, elle se construit. Elle se construit aussi en interministériel, elle se construit avec le monde qui nous entoure, et puis elle se construit entre nous pour que demain, on puisse aboutir justement à des projets plus concrets. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ou des commentaires? C'est pas fini encore, mais c'est une petite pause où je vous propose peut-être de prendre la parole ou
poser des questions si vous en avez. Oui. Merci. Vous parliez d'accompagnement tout à l'heure dans l'aide à la recherche de financement. Qui ou quelle institution pourrait accompagner efficacement un SDIS ? Aujourd'hui, je vais vous prendre le parallèle, on va dire, qu'on a au ministère de l'Intérieur, par exemple, à travers ce type de financement et de projet. Donc, on a essayé, bien entendu, avec la direction de la coopération internationale de sécurité, à monter justement ce type de projet de financement, à voir comment, on va dire, se passent, on va dire, les couloirs de la Commission, parce que c'est souvent là que ça se passe, pour justement toucher ces opportunités. Et on a vite compris que l'ensemble, de toute manière, des pays européens prenaient des cabinets, on va dire, spécialisés, que ce soit d'avocats ou des cabinets conseils spécialisés, on va dire, dans la rédaction, on va dire, des financements européens. Et donc là est venu, bien entendu, ce besoin, on va dire, pour l'ensemble des ministères, de pouvoir se faire accompagner, pourquoi pas, pour répondre à ces propositions. Aujourd'hui, nous sommes plus sur une logique d'opportunité. Donc, vous pouvez vous greffer, on va dire, à des consortiums, on va dire, comme ça, vous bénéficiez de ce que l'autre fait, bien entendu. Mais néanmoins, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment nécessaire, parce que c'est quand même des choses qui sont très techniques, qui demandent, on va dire, des éléments de langage, on va dire, différents. Bien entendu, vous pouvez y arriver sur des projets. Bien entendu, on peut se lancer dans cette aventure. Je ne veux pas effrayer non plus. Mais néanmoins, c'est quand même aussi important de pouvoir déposer des projets de qualité par rapport à ces cabinets spécialisés, par exemple. Mais c'est possible aussi. Et surtout, ce qui est important, si vous le faites, parce que c'est aussi le sujet, c'est un sujet de compétence, en fait. Donc c'est pas un gros mot non plus de pouvoir se dire que la compétence qu'on va faire sur un dossier, par exemple, quand on va se faire accompagner, d'essayer de mettre, on va dire, un peu de ressources pour être vraiment au quotidien avec ces personnes, le plus de temps possible, pour pouvoir aussi soi-même monter en compétence et après, derrière, pouvoir réinternaliser. Ça, c'est très important, de pouvoir justement aussi avoir après en interne la compétence qu'on aura eue par ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est très difficile, bien entendu, quand on n'est pas dans ce métier-là, qu'on n'a pas eu l'habitude de faire ce type de choses. La première marche est assez grande quand même. Et puis, je peux me permettre de rajouter, pour bien connaître ce monde, parce que j'accompagne des entreprises dans l'innovation depuis un moment, moi-même qui connais bien le domaine, je ne rédige pas les dossiers. C'est un métier à part entière et effectivement, il y a des gens qui le font. Mais par contre, pour un SDIS, il y a quand même une petite différence, je pense, qui est que généralement, celui qui rédige des dossiers pour une demande de financement, réponse d'appel à projet européen, etc., c'est celui qui va être le coordinateur. Un SDIS n'est pas forcément, voire rarement, je dirais, coordinateur, et donc peut, comme tu disais, Julien, se rejoindre un projet. Et pour ça, si je ne dis pas de bêtises, sur le site de l'Union européenne qui recense tous les projets, on a la capacité de se présenter comme étant un utilisateur intéressé pour rejoindre des projets. Et aujourd'hui, alors, on pourra peut-être partager la chose, le SGDSN est le point d'entrée, si je ne dis pas de bêtises, sur beaucoup de ces sujets-là, Julien. Après, c'est assez morcelé, effectivement, en termes de porte d'entrée. Ce n'est pas forcément à ce niveau-là. Mais un SDIS, bien entendu, vous pouvez, on va dire, vous porter volontaire en tant qu'utilisateur final. Et c'est ce qui manque souvent, en fait, dans les projets européens, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il y a souvent, on va dire, ces projets européens ça déborde un peu sur le deuxième volet, mais néanmoins, ces projets, ces consortiums sont souvent aussi faits pour de la recherche de financement, pour de la recherche liée à des entreprises et des structures privées. Et ils ont besoin justement d'avoir des utilisateurs finaux pour pouvoir justement le confronter à la réalité de terrain, pouvoir échanger avec eux. Donc ça, c'est aussi une source de financement, bien entendu, un peu d'opportunités, bien entendu, sur lesquelles les SDIS peuvent plus facilement effectivement se positionner. Ce matin, nous avions une conférence très intéressante à propos de solutions, Staying Live pour ne pas la citer, où on est sur de l'innovation qui permet d'avoir des acteurs plus rapidement opérationnels face à l'arrêt cardiaque. Nous avons une base de données nationale de géolocalisation, d'enregistrement des défibrillateurs, et on nous parlait justement sur le plan macro d'une arrivée étatique sur ce genre d'innovation. Pour autant, à ma connaissance, c'est toujours pas encore la situation le cas. Et là, on est bien sûr, me semble-t-il, un engagement d'État
à aller vers le développement de moyens à cette échelle, à cette structure nationale. Est-ce que ça, c'est malgré tout une philosophie, je m'adresse peut-être plutôt à vous pour la représentation ministérielle, une philosophie qui va se développer parce que il y a eu plusieurs acteurs privés qui se sont positionnés dessus. Staying Alive en est une, mais il y avait d'autres structures qui faisaient de leurs applications de la géolocalisation en vue d'intervention. Si on n'a pas une fédération nationale à un moment donné, on va se retrouver bloqué sur certaines innovations qui, aujourd'hui, pourraient déjà être démultipliées. Sur ce côté-là, déjà, malheureusement, je ne vais pas forcément pouvoir vraiment vous répondre là-dessus. Moi, mon domaine d'expertise aujourd'hui, c'est je travaille dans comment dynamiser, on va dire, l'innovation à travers l'achat public, etc. Ça, c'est mon domaine d'expertise. La question que vous évoquez, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre dans le sens où c'est bien entendu quelque chose de beaucoup plus macro sur lesquels je n'ai pas malheureusement le niveau d'expertise pour pouvoir vous répondre très précisément. Néanmoins, ce qu'on peut, on va dire, en tout cas, remarquer, c'est que les autres pays, de notre connaissance, mis à part certains, comme les pays, notamment type Estonie, etc., qui se sont construits, bien entendu, totalement différemment, sont à peu près au même niveau que nous. Je voudrais quand même le signaler, c'est aussi important, parce qu'on aime bien dire que ça ne va pas. En tout cas, ce type de dispositif, je pense, pour l'avoir mis en place dans un certain nombre de SDIS auparavant, et je pense que mes collègues vont pouvoir le dire, a vraiment une efficacité opérationnelle, on va dire, qui est quand même très, très intéressante et importante. Mais là, je laisserai plus mes collègues peut-être répondre. Moi j'avais plutôt un point lié au positionnement de l'acteur étatique. Parce que c'est intéressant que vous citiez cet exemple. Avant la création de la base nationale, le ministère de la Santé m'avait sollicité quand je travaillais au ministère de l'Économie et des Finances pour la réflexion plutôt autour de la propriété intellectuelle de cette base. Donc, un autre sujet. Le fait est qu'à l'époque, l'acteur étatique ministère de la Santé avait pour volonté effectivement d'avoir cette base de défibrillateurs, notamment pour que l'écosystème privé fasse de l'innovation grâce à cette base. Donc c'est intéressant ce que vous dites, parce que je ne sais pas si depuis, parce que ça remonte à il y a 5-6 ans, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé, en tout cas l'acteur étatique s'est positionné pour dire non mais on va aussi faire de l'innovation nous-mêmes grâce à cette base de données en proposant des nouveaux défibrillateurs. Je ne sais pas, il peut y avoir plein d'idées, mais l'origine, et c'est souvent le cas quand même, l'État se positionne en tant que créateur de l'infrastructure pour qu'ensuite le monde privé innove. C'est important aussi de le dire parce qu'il ne faut pas s'attendre aussi à ce qu'un acteur étatique, notamment qui agit dans l'innovation, puisse tout faire, puisse dépenser toutes les dépenses qu'il y a besoin en innovation. Il y a un jeu qui est souvent assez fin à trouver entre ce que peut faire l'État et ce que va faire plutôt l'écosystème privé sur l'innovation. Alors c'est vrai qu'au niveau de la DGS-CGC du ministère de l'Intérieur, il y a un service innovation. Alors pour l'instant, c'est assez nouveau quand même encore. Une fois de plus, dans l'univers sapeur-pompier, l'innovation, c'est encore quelque chose qui est assez récent, contrairement au domaine privé. Donc je pense, alors je ne parle pas à la place de la DG, mais en tout cas, voilà, ce sont les premières étapes où ce service-là déjà crée un réseau des référents innovation au sein des SDIS, ce qui n'existait pas, qui commence à porter des projets, à faire des appels à projets, à nous mettre en commun, en réseau pour porter des projets au niveau supra. Peut-être que, alors c'est le moment peut-être encore des vœux pour la nouvelle année, peut-être qu'un jour ce service-là disposera de fonds propres dédiés spécifiquement à l'innovation qui nous permettra de porter des projets lorsque, bien évidemment, un projet comme ça, comme Staying Alive et les défibrillateurs, dépasse bien évidemment la frontière de nos départements. Et là, c'est typiquement un exemple qui montre qu'on ne peut pas s'arrêter à l'échelon départemental et à la barrière géographique. Donc voilà, je pense que l'innovation, on en est encore, on est peut-être dans les premières années, ça va continuer à évoluer. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Espérons qu'un jour, il y a un vrai financement étatique avec un portage de projets et qu'une fois de plus, on aille au-delà et qu'on aille taper l'échelon d'au-dessus. Sur ce côté-là, je vous invite quand même à regarder le dernier rapport, on va dire, lié à l'innovation à l'échelle européenne. La France est le pays
qui investit le plus en argent public dans l'innovation aujourd'hui, de très loin par rapport à l'ensemble des pays européens. Néanmoins, bien entendu, il faut toujours dans l'innovation, il y aura toujours du temps pour que ça produise ses effets, afin de pouvoir justement dépasser ce cap, on va dire peut-être de passage à l'échelle sur pas mal de technologies. Mais aujourd'hui, en tout cas, la France se positionne quand même comme leader, comme moteur, on va dire, de l'innovation dans un grand nombre de domaines, aujourd'hui à travers l'ensemble de ces programmes de financement, notamment avec France 2030. Voilà. On va passer peut-être donc à l'optimisation des achats d'innovation de sécurité en Europe. Et avec cette première question, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment vous définissez les achats d'innovation de sécurité? Qu'est-ce que c'est exactement? Sur ces mécaniques, on va dire, on l'a toujours dit, et tout à l'heure, pareil, on parlait des propulseurs, on parlait, on va dire, des normes de ZELUP, on parlait de différents, on va dire, exemples qui ont été présentés juste avant. À un moment donné, il faut contractualiser quand même. Et c'est pas forcément dans le domaine public. Je ne sais pas si vous, dans la salle, vous travaillez plus dans le domaine privé ou public, mais vous doutez bien qu'il y a quand même un certain nombre de règles, bien entendu, à correspondre, et de bonnes pratiques d'ailleurs que le privé peut se prendre, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les achats publics et privés se rapprochent de plus en plus. Les privés font des appels d'offres, comme dans le public se sont inspirés. Le public s'inspire aussi du privé dans ce domaine, et pour avoir cet échange de bonnes pratiques. Acheter, c'est pas qu'acheter un produit. C'est pas acheter qu'un service, c'est aussi pouvoir justement acheter de l'innovation, c'est-à-dire que j'ai un besoin métier, le SDIS du Val d'Oise, le SDIS du 91 ou un autre ministère, peu importe, a un besoin, a un irritant, et sur le marché, ça n'existe pas. Et j'ai besoin soit de faire évoluer une solution, soit de pouvoir développer de la R&D derrière. C'est ce qu'on appelle de l'achat d'innovation. Et là, il y a un certain nombre, on va dire, de possibilités qui existent justement pour pouvoir arriver à ce terme-là. Donc déjà en France, le Code de la commande publique permet, on va dire, de faire des expérimentations et des achats d'innovation de gré à gré sans mise en concurrence jusqu'à hauteur de 100 000 € hors taxe. Donc ça, c'est déjà un point vraiment important, même pour les structures, on va dire, beaucoup plus fines. On n'est pas obligé d'aller à fond juste à 100 000 €, on peut juste faire 5 000, c'est pas le souci, mais néanmoins, on a déjà ce côté-là. Après, on a certains, on va dire, dispositifs, comme des dialogues compétitifs, ce qu'on appelle des procédures négociées, qui nous permettent justement de travailler avec notre fournisseur, avec l'industriel, pour essayer justement de lever cette contrainte technologique qu'on peut avoir ou l'amélioration de produits qu'on a besoin pour pouvoir répondre à nos exigences, on va dire, du quotidien. Après, il y a aussi toute la partie, on va dire, plus R&D. On parlait tout à l'heure, on va dire, de l'intelligence artificielle avec les langages, etc. Ça peut être un sujet très probant là-dessus, justement. C'est-à-dire que là, il nous faut de la R&D, on va dire, un peu publique. Et là, on va acheter, on va dire, cette R&D. On va créer des consortiums, on va dire, avec des partenaires privés. Et on va faire des étapes, on va dire, sur lesquelles, voilà, phase 1, il y a 3, par exemple, entreprises qui est. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en France un partenariat d'innovation. Donc on va contracter avec des procédures négociées avec différents fournisseurs. Et on va mettre plusieurs jalons au fur et à mesure de la procédure. Donc, temps 1, prototype. Si le prototype, on en retient 2, on retient encore les trois entreprises pour arriver jusqu'au bout, jusqu'au produit final, où là, on va pouvoir développer, on va dire, des mini-séries qui va pouvoir équiper justement l'ensemble, soit du SDIS, soit de l'organisation qui aura fait ce type de dispositif. Donc, ça permet vraiment à travers ce vecteur-là, parce qu'on prend souvent la commande publique, notamment, ou les achats comme un frein, bien au contraire. C'est un accélérateur d'innovation au sein des organisations, bien entendu, si on pense comme ça dès le départ. Alors, ce n'est pas un frein, certes, mais ça peut paraître une nébuleuse, en tout cas peut-être pour beaucoup. Est-ce que vous le ressentez comme Mathieu sourit? C'est qu'il est d'accord avec moi. C'est ça. Non, je souris pour deux raisons. Oui, ça peut paraître une nébuleuse et il y a un vrai besoin de sensibilisation et de formation des acteurs. Des acteurs, même acheteurs, ne serait-ce que d'avoir une bonne connaissance des outils que vient d'énumérer Julien. Tous les acheteurs dans le secteur public ne sont pas au courant. Et ce n'est pas anormal puisque certains sont nouveaux. Ce n'est pas anormal parce qu'il faut mettre en place plus de formation et que c'est toujours quelque chose qui est un vœu pieux et qui est pas toujours mis en place parce qu'il faut des budgets, il faut des personnes pour le faire. Et pourtant,
La ressource est là. Il existe déjà des formations. La direction des achats de l'État peut faire ça. Je suis sûr que Julien pourra vous faire une masterclass en 1 heure sur le sujet, peut-être plus qu'1 heure, on va dire. Le fait est que la ressource est là. Il faut, entre guillemets, de la volonté presque politique de mettre l'innovation, je dirais, à un niveau transverse dans son organisation. C'est bien beau d'avoir un service innovation, mais s'il n'y a pas des acheteurs en soutien, ça va pas être possible. Donc oui, ça me fait rire un peu pour ça. Et également, il y avait cette idée, votre première question qui était qu'est-ce que c'est l'achat d'innovation pour les secours? En fait, c'est votre question, on l'entend très souvent. Qu'est-ce que c'est l'achat d'innovation? Et c'est ce que disait Julien tout à l'heure. Il n'y a pas une définition très claire de ce que c'est que l'achat d'innovation pour un acheteur public. Et donc, encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a besoin de former pour expliquer qu'il y a un faisceau d'indices qui permet de définir si c'est de l'innovation ou si ce n'est pas de l'innovation ce qu'on achète. Parce que si c'est de l'innovation, on peut tomber dans tous les exemples de contrats possibles que nous a décrit Julien tout à l'heure. Et après aussi, pour compléter, on va dire, ce qui est important aussi, c'est sur la notion de prise de risque. Pourquoi le mutualiser ? On va dire à l'échelle soit des SDIS, soit à l'échelle, on va dire, intracommunautaire, etc. C'est parce que justement, dans la dépense publique, on se dit, voilà, le coût d'entrée est quand même important et j'ai quand même une prise de risque assez importante. Par contre, si on se fédère à plusieurs, forcément, l'enveloppe, elle diminue autant de partenaires qui est présent. Et forcément, c'est d'autant plus acceptable, on va dire, pour le décideur public, je pense, de pouvoir investir dans ce domaine. Donc, c'est d'où l'importance aussi de se fédérer autour de ces sujets. Je rebondis en plus sur ce que dit Julien. Il y a quelque chose. Alors, je disais qu'on s'est beaucoup inspiré du domaine privé depuis quelques années en lançant la R&D, l'innovation chez nous. Il y a encore un truc sur lequel on est un peu en retard, c'est qu'on a encore difficilement le droit à l'erreur, ce qui s'entend puisque c'est des deniers publics. Donc c'est difficile pour nos décideurs et puis les payeurs, etc., d'entendre qu'on va utiliser de l'argent public pour faire de l'innovation, de la R&D, et que peut-être à la fin, le projet aboutira pas totalement. Alors que dans le privé, il y a des budgets à la recherche, à l'innovation, à la prospective, etc., qui existent, et tout n'aboutit pas systématiquement. Donc il y a déjà quand même un petit peu ça aussi qu'il faut qu'on accepte. Et il y a un autre élément, c'est que dans la recherche de financement, etc., il faut aussi que le sapeur-pompier comprenne que ce n'est pas parce qu'on a notre belle cape de sapeur-pompier que tout le monde va dire amen à tous nos projets. Il faut comprendre qu'auprès des industriels, et de grands groupes, etc., on reste quand même une niche. On n'est que 100 clients potentiels en France. Et oui, mais pourtant, on peut se dire que vous êtes tellement important que peut-être que vous rayonnez plus que ça. Enfin, mais le rayonnement et l'aura ne font pas tout. Malheureusement. Et donc, il faut essayer de réfléchir. Et quand on réfléchit, on n'est que 100 clients potentiels. Donc, par exemple, l'IA, l'intelligence artificielle, quel que soit le dossier dans lequel on veut la développer, ce que je donnais comme exemple tout à l'heure pour le Val d'Oise, c'est bien évidemment un projet qu'on ne peut pas porter tout seul. Parce que déjà, si à 100 clients potentiels, on ne fait pas forcément rêver, imaginez le coût de R&D, etc., pour un SDIS qui dirait « moi, votre IA, elle m'intéresse ». Donc on est bien obligé là d'aller nous aussi partager, construire, aller chercher des financements communs, mutualisés, etc. sur des projets dimensionnants comme ça. On ne peut pas croire qu'on va attirer aussi l'industriel, la R&D, l'innovation de la part du privé juste avec l'échelle d'un département ou de quelques départements. Il faut changer les mentalités. C'est ça aussi qui est important. Il faut changer les mentalités chez nous. Il faut changer les mentalités parce qu'il faut qu'on soit capable de prendre des risques. Il faut qu'on soit capable d'aller vers le droit à l'erreur. Donc ça, c'est important en interne. Et donc l'innovation, elle s'accompagne aussi de cette structuration. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on mette une stratégie vraie sur l'innovation. Ce n'est pas juste j'ai une bonne idée et donc j'essaie de la développer. Il y a des stratégies achat, il y a des stratégies de com, il y a des stratégies autres, diverses, même d'intérêt. Et puis il ne faut pas oublier aussi que, tu le disais très bien, c'est que nous on voit ça, une innovation pour sauver des gens, mais derrière il y a des entreprises qui doivent se financer, qui doivent avoir un modèle économique, qui doivent exister, et que c'est pas forcément facile pour une entreprise d'investir beaucoup d'argent dans de la R&D. Il faut que ça aboutisse derrière parce qu'il y a des personnes. Alors certes, on a notre cap, on est des super-héros, c'est super, et c'est valorisant de travailler pour les pompiers. On l'a vu pendant le Covid, pour les secours, tous les gens qui sont mis à disposition des secours et qui étaient extrêmement fiers de participer à cet élan général.
Mais derrière, il faut qu'il y ait un modèle économique. Et ça, nous, on l'oublie un petit peu souvent. Et donc, l'intérêt de la stratégie, qu'elle soit de financement ou collective, de mutualisation, je pense qu'on ne doit pas l'oublier. Et dans ces groupements, dans ces services innovation, il faut aussi être capable d'établir la stratégie et donc de se former à tout ça. Oui, pour compléter, Loïc, je vais faire le parallèle justement avec, on va dire, le monde, on va dire, morcelé qu'on évoque tout à l'heure justement, et ce qu'on a, en tout cas, ce qu'on entame, on va dire, à construire avec nos partenaires européens aujourd'hui sur ces achats d'innovation. Donc le ministère de l'Intérieur est du coup leader donc, sur un projet européen qui a été financé par Horizon 2020 pour justement fédérer un réseau, on va dire, d'acheteurs sécurité au niveau, on va dire, européen. Aujourd'hui, nous avons quasiment une bonne dizaine, on va dire, d'acteurs très identifiés dans l'ensemble de l'Europe, nos homologues, qui travaillent exactement sur les mêmes sujets. Donc là, déjà, dans un premier temps, c'était de pouvoir identifier, on va dire, les besoins qu'on avait en commun. Et je peux vous assurer qu'ils sont nombreux par rapport à ces effets de seuil de marché, bien entendu, qui sont aussi importants pour le développement économique. Déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après, c'est identifier les freins par rapport à notre réglementation, aussi au niveau européen, qui certes est une directive, en tout cas par rapport à l'achat public, mais qui est transposée de manière un peu différente dans chaque État membre. C'est comment justement lever ces freins-là, voir les opportunités qui est possible. Et on le sait que dans certains pays, notamment, le droit est beaucoup plus souple parfois qu'en France. Et c'est là où il faut s'appuyer aussi, avoir ces intelligences et ces stratégies quelque part aussi un peu juridiques pour pouvoir s'associer avec de tels pays pour aller beaucoup plus vite, justement pour répondre à leurs besoins. Le constat, en tout cas, aujourd'hui, c'est qu'après quasiment 5 ans de travaux, il y a 2 points quand même qui sont essentiels qui ont été créés. Déjà, un, c'est le réseau de confiance. Parce que ces mêmes acteurs, en fait, ont travaillé pendant 5 ans sur un projet commun et ont appris à se connaître, à pouvoir se fédérer, à pouvoir justement faire profiter chacun de son réseau pour pouvoir justement identifier. Et aujourd'hui, dans le domaine de la sécurité pure, mais ça pourrait très bien être dans le monde de la sécurité civile, bien entendu, demain, des projets, on va dire un certain nombre de projets commencent à être, on va dire, mutualisés entre États membres pour faire justement de l'achat commun, avoir des effets de seuil beaucoup plus importants, à la fois pour les deniers publics, parce que comme vous le savez, plus on achète en masse, plus les prix sont plus intéressants pour la puissance publique, mais c'est aussi plus intéressant pour l'industriel, parce que forcément, il a plus de choses à produire et à livrer à un acteur. Donc ce type de contrat aujourd'hui, ce type de choses existe à l'échelle européenne, à la fois pour de l'innovation, mais aussi pour faire, on va dire, de la mutualisation entre États membres pour acheter un même besoin. Et typiquement, on pourrait imaginer acheter des ambulances communes avec une autre ville, un autre SDIS, on va dire, en Europe, peu importe. Ça, c'est des choses aujourd'hui où, en tout cas, il y a les mécanismes qui existent. Faut-il encore la volonté que tu évoquais, Mathieu, tout à l'heure, et aussi l'expertise pour pouvoir le faire. Et juste une question aussi, on sait quand même que entre États membres, il y a une sorte de concurrence aussi. Donc travailler ensemble avec les autres, oui, mais dans quelle mesure on n'est pas on se regarde un peu en chien de faïence, c'est-à-dire on bosse ensemble, ok, mais ça nous permet d'avoir un œil sur ce qu'ils font et inversement. Vous voyez, est-ce qu'il y a de ça aussi ? Faut pas le nier, ça peut exister. Après, le tout, c'est de le savoir. Vous ne pas être surpris. Ça, c'est un point vraiment essentiel. En tout cas, tout ce qu'on peut, sur l'expérience, on va dire, qu'on a pu mener, on va dire, dans un certain nombre de projets. Aujourd'hui, en principe, les personnes quand même qui sont affectées à ce type de démarche, on va dire, à l'échelle européenne, ont quand même tendance, on va dire, une appétence quand même à la coopération qu'évoquée. Sincères dans leur démarche. Elles sont, on va dire, dans un premier temps, bien entendu, elles sont sincères. Deuxièmement, après, c'est tout le lien, on va dire, pour pouvoir monter dans le consortium, bien entendu, avec des partenaires économiques. Et là, c'est là où il ne faut pas être naïf. Bien entendu, les autres pays vont avoir tendance à venir avec des consortiums, bien entendu, avec des entreprises de leur propre pays. Mais ça ne nous empêche pas de le faire, en fait. Donc, il n'y a rien qui nous l'empêche. Donc ça, c'est un point aussi important. Et puis, quelque part, cette concurrence, vous l'évoquez sur un angle peut-être un petit peu négatif. Moi, je l'évoque un peu sur le côté plus positif. C'est-à-dire que cette concurrence est toujours saine et toujours bonne parce qu'elle challenge. Elle challenge à la fois nous, en tant qu'entité publique qui travaillons sur ces sujets,
Elle challenge aussi nos fournisseurs, nos partenaires privés, justement aussi dans un certain nombre de domaines. Et je pense que cette concurrence, on va dire, qui est quand même aussi une vocation, on va dire, de l'Europe dans un certain nombre de domaines, peut être saine, en tout cas dans le domaine de l'innovation, parce que forcément, ça va avoir aussi une notion de dépassement, on va dire, dans un certain nombre de sujets. Donc, aujourd'hui, on a les mêmes problématiques, en fait. Vous le savez très bien, dans le domaine de l'IA, que vous parliez tout à l'heure, ou un certain nombre, on va dire, de domaines d'innovation où ça s'accélère fortement. Le point central, et je pense que ça, tous les pays vont pouvoir vous le dire, c'est qu'il faut qu'on gagne vraiment en agilité pour pouvoir aller beaucoup plus vite, parce que j'aime bien cette phrase, on va dire, qui est souvent reprise, mais je n'ai pas la source en tête, mais en tout cas, vous allez vite la retrouver. On n'est plus dans un monde où c'est le gros qui mange le petit. Hein. C'est le plus rapide qui mange le lent. Et ça, il faut qu'on soit justement être en capacité de pouvoir aller beaucoup plus vite aussi pour développer dans notre secteur économique. Et la puissance publique est aussi là pour ça. Et justement, quand vous dites agilité, parce qu'on l'entend beaucoup dans toutes les entreprises, c'est quoi l'agilité? C'est arrêter de trop parler, prendre des décisions plus rapides. C'est quoi? Ça tient à quoi finalement? Est-ce que l'agilité, c'est aussi renoncer à notre culture aussi, un peu? Je ne pense pas, parce qu'on est quand même un pays qui a créé le TGV, qui a créé Airbus, qui a créé quand même un certain nombre de fleurons industriels sur lesquels je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'agilité à l'époque, on va dire, pour pouvoir construire en très peu de temps après-guerre, même nos centrales nucléaires, etc. Donc non, je pense pas qu'on ait je pense que la culture, on va dire, de l'ingénieur aujourd'hui en France, elle est quand même présente. Je pense c'est un pays quand même qui est très porteur, on va dire, sur le sujet, on va dire, et reconnu à l'échelle internationale dans un bon nombre de domaines. Non, je pense que c'est effectivement, il faut être honnête, c'est toutes les contraintes, on va dire, administratives que peut mettre, on va dire, les réglementaires. La Commission européenne en est un, ce qu'on l'évoquait tout à l'heure avec la question, on va dire, tout à l'heure, c'est comment on fait, mais aujourd'hui, vous imaginez, on est obligé de se faire accompagner justement pour répondre tellement c'est complexe. Et puis les temps de décision, les temps de... Les temps de décision, encore, c'est autre chose, c'est surtout les temps, ça va quand même, ça peut aller assez vite, mais néanmoins, c'est surtout cette... laisser en fait faire les gens, c'est-à-dire que sur cette agilité, elle est vraiment importante. Pendant qu'on remplit un formulaire, on n'est pas en train de faire le projet concrètement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Et on met plus de temps aujourd'hui plutôt à remplir des formulaires plutôt qu'à se consacrer, on va dire, sur la véritable chose, on va dire, et la finalité du projet. La notion d'agilité aussi qu'on voit beaucoup dans le développement de produits, développement informatique notamment, c'est aussi cette capacité de vite changer d'avis, d'aller tester rapidement un produit et ensuite de se dire tiens, je me suis trompé là-dessus, je vais changer une fonctionnalité, une technologie utilisée ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il n'y a pas de frein. Enfin, on ne va pas à l'encontre de notre culture là-dessus. On a une culture d'ingénieur en France et je pense que l'agilité pour un ingénieur, c'est quelque chose qui est assez normal et naturel. Donc, je rejoins assez bien Julien sur le fait que pas forcément la culture. En France, la culture, je pense, est là, technique, scientifique, pour innover. C'est des autres barrières qu'il faut aller voir, des barrières de volonté, des barrières peut-être de cadre juridique aussi à faire évoluer, etc. Quand on a un peu échangé sur cette conférence, vous me disiez que pour vous, c'était important aussi de mettre en place des équilibres dans les partenariats publics-privés. Comment est-ce que vous voulez faire ça ? C'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de c'est pas parce qu'on est les pompiers que tout le monde a envie de travailler avec nous gratuitement. C'est pas seulement le seul point sur lequel ça rejoint, mais le fait est que on parlait tout à l'heure. Non, je vais plutôt revenir sur la genèse de cette idée, c'est que l'innovation a vraiment à sa racine le fait de travailler avec l'utilisateur, le fait de développer quelque chose avec un besoin d'un utilisateur, un pain, et ne pas travailler, entre guillemets, je dirais à l'ancienne, un ingénieur tout seul dans son bureau et qui ensuite propose quelque chose qui ne correspond pas du tout aux besoins. Le fait même que l'innovation soit basée sur ce paradigme-là fait que les acteurs privés vont devoir changer leur manière de faire, pas pour tous, hein, certains le font déjà très bien, donc ce n'est pas le souci, mais ne plus être dans une notion de je suis un fournisseur et il y a un acheteur, mais on va travailler ensemble, on va co-construire, on va presque même s'asseoir ensemble à la table et dessiner les solutions de demain, et donc être dans un partage vraiment de la valeur de ce qui est créé.
Et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que l'innovation apporte comparativement à un cadre classique de j'achète quelque chose qui est sur étagère, là, je n'ai pas besoin de donner mon idée sur la manière dont c'est fait. Et c'est là que le partage et l'équilibre se retrouvent. Je donne des exemples où beaucoup de projets, justement des projets plutôt de R&D qui ont été faits en consortium, s'écrivent d'un point de vue juridique avec dès le début une notion de on va se partager la valeur qui est faite. Et ça, on revient sur un cadre juridique, mais le cadre juridique est assez important pour dès le début prévoir entre un acteur public et un acteur privé le fait qu'on sait qu'on va se partager les choses. Il y a des exemples de co-construction où, par exemple, l'acteur privé est reparti avec toutes les bonnes idées, a déposé un brevet et ensuite l'acteur public ne pouvait plus payer la solution parce qu'elle était super innovante, c'est sûr, sauf que c'était pour moitié ses idées à lui. Donc il faut, dès le début, prévoir, et on disait tout à l'heure, au bout d'un moment, il faut bien contractualiser, tu disais Julien. Moi, je dirais attention, dès le début, quand on commence à discuter entre un acteur public et un acteur privé, il faut se mettre d'accord et contractualiser à la limite dans ce qu'on appellerait une lettre d'intention, pas forcément quelque chose de très très large, mais en tout cas se mettre d'accord sur le fait qu'on va essayer d'atteindre un équilibre sur ce qu'on va développer ensemble, puisque le fait est qu'on va le développer ensemble et ça ne va pas tout finir chez l'un ou tout finir chez l'autre. Donc c'est cette notion-là. Et pourquoi j'évoquais le fait qu'on ne va pas travailler gratuitement parce qu'on est des pompiers ? Eh bien, il y a des projets qui se montent parce que l'acteur public, dans le partage de la valeur, dit dès le début, vous allez pouvoir utiliser mon image demain pour mieux vendre cette innovation. On prévoit dès le début le fait que la marque de l'acteur public, la marque, je vous donne l'exemple de la gendarmerie nationale, je vous donne l'exemple du service de santé des armées qui fait ça, je vous donne l'exemple de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui fait ça, qui prévoit dès le début, dans un échange avec un industriel, sur un projet d'innovation, le fait que si ça marche, vous pourrez mettre un petit logo qui dit on l'a co-conçu ensemble, Brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou Service de santé des armées. Et ça a une valeur pour ensuite pouvoir vendre ce projet, cette innovation à l'étranger. Donc parfois ça marche quand même un peu. On ne va pas dire que ça ramène l'investissement de l'acteur public à zéro, l'image de marque, mais ça peut aider. Oui, maintenant, cette notion de com, on l'intègre maintenant dans tous nos projets de développement et d'innovation. Je vous parlais tout à l'heure des propulseurs de surface, donc ça s'appelle les Seabob Rescue, et on avait contractualisé avec le fournisseur et le revendeur en France, justement, le fait que lorsqu'on a fait toute l'étude, les essais, la démarche de prospective, etc., on avait déjà intégré dedans le fait qu'on puisse promouvoir l'image de marque de l'autre. Nous, le fait qu'on s'appuyait sur un industriel, sur quelque chose d'innovant, donc ça permettait aussi de valoriser l'image du SDIS. Et lui, bien évidemment, il s'est aussi appuyé sur la carte de visite des sapeurs-pompiers pour ensuite proposer son produit. Et aujourd'hui, la SNSM l'utilise, les CRS, etc., etc. Donc, bien évidemment, ça doit être intégré dès le début. Et s'il y a bien quelque chose qu'on peut un peu vendre, c'est quand même l'aura des sapeurs-pompiers, mais ça ne suffit pas. Oui, on a travaillé là-dessus sur l'appel à projet avec la région Île-de-France. Et nous, on avait, avec le SDIS 91, on avait développé, on avait travaillé, on avait poussé une start-up qui écoutait les muscles. Alors comme ça, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça permet de travailler sur la capacité et voir les faiblesses musculaires des personnes. Et donc du coup, ils ont développé avec les sapeurs-pompiers. Alors, ils sont venus chez nous pendant plusieurs mois, ils ont testé sur les sapeurs-pompiers, et puis maintenant, ils vendent leurs solutions à des grands groupes industriels, dans le BTP par exemple, et ils leur vendent en disant, regardez, on l'a développé avec les pompiers. Et donc il y a des vidéos de pompiers qui travaillent, et les gens se disent, bah oui, si c'est fait pour des pompiers qui sont des super-héros, alors j'exagère, mais c'est pas loin, nos personnels sont aussi des super-héros, et donc du coup, on va aussi utiliser, c'est une marque qui est très importante. Alors c'est une marque quand c'est une solution qui peut aussi s'ouvrir à d'autres milieux, hors sapeurs-pompiers, là c'est le cas, mais même chez les sapeurs-pompiers, il y a des images de marque. On voit la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, par exemple, qui a une aura mondiale. C'est vrai que quand on va voir les pompiers de New York, les pompiers de Tokyo, les pompiers de Londres, et qu'on leur dit c'est développé avec la BSPP, forcément c'est beaucoup plus vendeur et ils s'en servent. On parle de Zell-Up, par exemple. C'est sûr que l'idée est excellente et je crois que l'idée se suffit à elle-même dans ce cadre-là, mais le fait que ça ait été déployé avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, forcément, ça a une valeur ajoutée qui est beaucoup plus forte. Et il ne faut pas l'oublier ça. On parlait de financement tout à l'heure. Le financement, il n'est pas que financier. Justement, il n'y a pas que de l'argent. Il y a aussi de l'image, il y a aussi de l'attractivité. Et ça, il ne faut pas l'oublier dans notre stratégie.
Et à côté de ça, il y a aussi quelque chose qu'on peut facilement mettre en avant et vendre un petit peu à l'industriel qui voudrait développer quelque chose, c'est que nous sommes des super laboratoires avec 2500 ou 3500 pompiers qui sont en capacité de tester un matériel dans sa phase de développement. Et que si l'industriel il veut se passer de nous et qu'il veut aller tester ça, ça va lui coûter une fortune. Il va faire ça en plus un peu en mode dégradé, en laboratoire, etc. Alors que nous, souvent, on leur propose de tester leur matériel. Et nous, c'est ce qu'on développe depuis 5-6 ans. C'est qu'à chaque fois qu'ils veulent développer quelque chose, on le développe avec eux, mais on le teste in situ, avec des utilisateurs de terrain. Et ça, c'est une étude qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Et sur ça, on a une force de frappe, nous aussi, de leur proposer ce partenariat, de dire, écoutez, on vous met à disposition votre produit, on va le mettre en place dans les casernes. Vous allez avoir pendant 6 mois 850 pompiers qui vont tester votre produit. À la fin, on vous rend une étude et on en bénéficie tous les deux. C'est-à-dire que nous, ça nous permet d'affiner notre besoin, de voir si le besoin du terrain, qui était le schéma de départ, qu'il ne faut pas oublier, correspond vraiment à une vraie utilité. Et puis lui, l'industriel ou la start-up ou l'entreprise récupère une étude clé en main. Et nous, on le remet à chaque fois. Hein. On remet. Donc, il y a des analyses, des questionnaires, des études d'ergo, etc., suivant le type de produit. Et donc, ensuite, on leur redonne clé en main et ils repartent. Et du coup, même si à la fin, on contractualise peut-être pas, parce que le produit n'est pas abouti, ou parce qu'on on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas le financement, peu importe. En tout cas, les deux repartent gagnant-gagnant. Et c'est ça aussi, alors il n'y a pas que l'image sapeur-pompier, mais c'est ça aussi qu'on peut mettre en avant grâce à des services innovation. C'est de proposer en fait à nos partenaires d'être des laboratoires d'études. J'ai un autre exemple. Nous, dans le Val d'Oise, on a des carrières souterraines, les anciennes champignonnaires de Paris qui ont servi à construire les bâtiments haussmanniens. On part sur 155 km de galeries à 30 mètres sous terre. C'est le meilleur laboratoire pour tester des moyens de communication. Quand on nous dit, moi je vous vends un système qui n'a pas besoin de satellite, pas besoin de 4G, pas besoin de 5G, ok. Eh ben, on va aller sous terre et on va jouer dans les grottes pendant plusieurs semaines. Et donc on teste ces produits-là et sans nous, sans nos experts, sans nos équipes spécialisées en milieu souterrain, etc., ils ne pourraient pas tester ce genre de configuration. Alors, ils vont les tester en laboratoire, etc. Mais voilà, c'est une force de frappe qu'on a et il ne faut pas être timide. On a aussi une plus-value à apporter au monde industriel et je pense qu'une fois de plus, on est gagnant-gagnant. Dans quelques instants, je vous reproposerai de prendre la parole si vous le souhaitez. Peut-être une dernière question, Julien, assez large pour conclure. Comment est-ce qu'on peut continuer de bien innover en 2024 et dans les années qui viennent? Quels sont vos grands conseils, vos grandes visions sur ce thème-là? C'est large, hein, je sais. C'est assez large. Et bon courage. Bon courage pour la réponse et merci Loïc de cette question. Je vais vous répondre vraiment d'une manière très basique. Regardons ce que font les autres contre nous, déjà, premièrement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément, on va dire, de pays à l'échelle du monde, et quand on regarde l'histoire, qui étaient dans une situation, justement, où ils étaient obligés d'innover. Et je pense que la France, aujourd'hui, par rapport au changement qu'il va y avoir dans ces prochaines années, décennies même, avec la démographie européenne qui va diminuer, avec un certain nombre de domaines, que ça soit la course justement un peu à l'innovation technologique aujourd'hui entre deux géants qui sont quand même outre-Atlantique et plus bien entendu à l'est de l'Europe, entre les États-Unis et la Chine, l'Europe, où on se positionne là-dedans, parce qu'elle est là aussi la vraie question. Et dans le domaine du secours, je pense que ça peut être vraiment aussi un vecteur de développement, on va dire aussi européenne, on va dire, de pouvoir justement embarquer, on va dire aussi un certain nombre de domaines, un certain nombre justement d'influences quelque part aussi européennes aux yeux du monde à travers ce domaine-là. Et regardons ce qu'ils font tout simplement les autres. Les GAFAM n'existeraient pas sans... les GAMAM maintenant comme on les appelle, n'existeraient pas sans la puissance publique et la commande publique, que ce soit les BATX aussi de l'autre côté, les géants de la tech n'existeraient pas avec le développement et l'investissement public qu'il y a eu derrière. Et je pense que forcément, c'est oser déjà, ça c'est vraiment important. Et on l'évoquait tout à l'heure un petit peu, et pour répondre, regardons ce qu'ils font concrètement. Et ils osent, ils innovent, ils font des contrats. Pourquoi ? Parce que quand on a un contrat public pour une entreprise, pour un fournisseur, c'est plus facile d'aller voir son investisseur et d'aller voir son banquier pour avoir des financements ad hoc, pour pouvoir financer son projet. Quand on n'a qu'une lettre d'intention, une lettre d'intérêt ou un stage de 15 jours, on va dire, qu'on a fait avec les pompiers, forcément, ça n'a pas le même impact quand on va voir au niveau des financements. Donc moi, je pense que soyons curieux.
Essayons pas d'inventer non plus tout et n'importe quoi. Déjà, regardons ce que font les autres. Il y a déjà énormément de pistes d'inspiration, on va dire, pour notre écosystème dans les années à venir. Et là aussi, il faut casser des silos, casser des barrières pour pouvoir avancer, parce que c'est ce que tous les pays ont réussi à faire. Voilà. On peut déjà applaudir nos intervenants pour ce qu'ils nous ont partagé jusqu'ici. Est-ce que vous avez, pour conclure, quelques questions ou commentaires? Oui. Bonjour à tous, j'ai 2 questions. Pendant la conférence, vous avez parlé des départements qui cherchent à innover, qui vont toquer à la porte des voisins pour s'entraider. Pourquoi, sachant qu'on fait tous le même métier en France, pourquoi aujourd'hui il n'existe pas un centre national de recherche et développement des pompiers de France qui regroupe, vous avez parlé des écoles d'ingénieurs, donc maintenant vous êtes expert pompier dans l'innovation, c'est votre service. Pourquoi il n'existe pas un centre national qui regroupe tout ça? Et du coup, des entreprises, quand on va chercher les entreprises où on va faire des appels d'offres, et ben là, le client, c'est pas le petit département du 91, ça va être les pompiers de France. Et du coup, les entreprises, elles ont tout un intérêt à faire de la recherche et développement pour un potentiel grand client plutôt qu'un petit département. Et après aussi, pour les départements, ça serait l'avantage de faire des économies d'échelle parce que plus on est nombreux et moins ça coûte cher aussi. Et même si certains projets ne vont pas aboutir parce que la recherche c'est trouver, mais c'est aussi être dans l'échec, bah, ça peut aussi favoriser l'entreprise à continuer à travailler avec le client, les pompiers de France. Même si je sais que historiquement, il y a la départementalisation qui s'est faite. Voilà. Et après, j'aurai une autre question. Ok, on va déjà répondre à celle-là. Alors je pense que là, parmi les gens qui sont dans la salle, y compris nous, je pense que vous prêchez des convaincus. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Bien évidemment, c'est ce qu'on disait, l'innovation et la prospective chez les sapeurs-pompiers, c'est quelque chose qui est encore assez récent. Alors on va vite, des fois on va plus vite que d'autres, mais on est encore assez jeune. Donc oui, il manque, et on en a parlé un peu tout à l'heure, il manque quelque chose de centralisé en termes d'innovation. Alors il y a déjà des bribes qui existent. Voilà. Il y a l'ENSOSP, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, ils ont un groupement innovation. Dans les SDIS, ça y est, ça commence aussi à fleurir un peu partout. Au ministère de l'Intérieur, à la DG aussi. Il y a Traxis, il y a la Fédé. Voilà. Et l'objectif, c'est qu'un jour, bien évidemment, il y ait quelque chose de central qui nous permette de tous projeter nos forces en même temps. Maintenant, on en a aussi un petit peu parlé. On est une force de frappe d'être à l'échelon départemental parce qu'on est beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide pour des fois se décider ou lancer des démarches innovantes. Donc ça, c'est pas mal. Contrairement des fois à la police nationale ou à la gendarmerie qui sont étatisées, c'est plus dur des fois de bouger ces grosses machines-là. Donc ça, c'est un avantage. C'est aussi un inconvénient, c'est que des fois, on est petits joueurs avec nos budgets. Et vous avez raison, quand on essaye de développer quelque chose au niveau d'un département, l'entreprise en face finit par nous dire vous êtes un peu tout seul. Et du coup, la limite de la départementalisation, c'est ça aussi, c'est qu'on essaye de le faire, de mutualiser par exemple entre les SDIS d'Île-de-France. Je sais qu'autour du SDMIS dans la région centre, c'est pareil, le sud aussi avec Valabre. Donc on essaye de travailler déjà au cran du dessus, on est déjà sur le zonage ou la région. Mais même ça ne marchera pas tout le temps parce qu'après, il y a aussi quelque chose, c'est la temporalisation. C'est-à-dire que moi, au moment où je décide que j'ai la bonne idée, que je veux innover, que je veux me lancer, peut-être que les petits collègues avec qui on travaille tous les jours sur des tonnes de dossiers sur lesquels on arrive à se retrouver, à ce moment-là, eux, c'est pas leur tempo, ils sont pas prêts, ils n'ont pas le financement, ils n'ont pas le budget, ou alors c'est pas leur priorité, etc. Donc c'est aussi une des contraintes, et c'est aussi des fois difficile de réussir à se lancer tous en même temps. Alors on le fait pour des choses faciles, enfin des choses relativement faciles, quand il faut acheter des ambulances, plutôt que d'en acheter 10 d'un coup et d'aller négocier le marché. On se mutualise et on en achète 50 ou 80. Et donc tout le monde y gagne. Bien évidemment, on a une économie d'échelle, donc on y gagne en termes, en termes financiers. Mais ça, c'est assez facile. Par contre, dès qu'on commence à parler d'innovation, de R&D, de prospective, projetons-nous dans 5 ans ou dans 10 ans, du pompier dans 10 ans, je vous garantis qu'au niveau départemental, on n'est pas tous dans le même tempo, on n'est pas tous prêts à y aller en même temps. C'est
probablement une des limites aussi. En fait, à l'échelle du département, on ne va pas avoir une vision vraiment dans l'avenir. C'est ça que vous êtes en train de dire? Ah non, justement, je dis qu'il faut, et alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais au contraire, il faut avoir une vision dans l'avenir, chacun à nos niveaux respectifs, et qu'à un moment, on réussisse en plus à partager toutes nos synergies. Et c'est rigolo parce qu'on en parlait avant la conférence, mais bizarrement, on est tous raccords, alors qu'on ne travaille pas tous les jours ensemble, etc. Donc ça prouve bien qu'en plus, on a une espèce de philosophie globale qui est quand même en train de se mettre en place et sur lequel on est tous à peu près raccords. Mais la prospective, là, le terme de la conférence, c'est innovation et prospective européenne. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la prospective, c'est vraiment se projeter dans 5 ou 10 ans et d'essayer d'imaginer le pompier dans 10 ans. Et moi, quand je suis dans mes services et que je dis mais je réfléchis aux pompiers dans 10 ans, je bataille avec plein d'autres collègues qui sont dans les bureaux à côté qui me disent hey, t'es gentil, mais moi je bataille là sur le quotidien. Donc on est, une fois de plus, on n'est pas non plus dans les mêmes temporalités. Donc voilà, non, au contraire, il faut essayer de se projeter, d'aller chercher ailleurs. On en a parlé plein de fois, là, je crois qu'on l'a dit 50 fois. Aller chercher, voir ce qui se fait à l'étranger, sortir de notre département, aller voir ce qui se fait dans le département d'à côté, chez les industriels, dans les milieux universitaires. Moi, je découvre là vraiment le milieu universitaire. On a des écoles d'ingé. Là, on parlait du pompier connecté. Je me suis fait engueuler par les universités parce qu'il y a des écoles d'ingé qui nous disent mais nous, on n'attend que ça, des projets pour des promos chaque année, de bosser sur des projets hyper intéressants. Et quand on leur parle de l'image des sapeurs-pompiers, mais ils sont emballés, quoi. Et là, il n'y a pas d'histoire d'argent, c'est déjà développer, rechercher, innover, etc. Donc, ouais, il faut qu'on ait un coup d'avance et qu'on aille voir ailleurs. Ouais, ça, c'est... Si je peux me permettre sur la question de centraliser l'innovation, moi j'ai vu et j'ai accompagné l'agence innovation de défense et l'agence innovation de transport. Et on est dans deux cas, je dirais, vous êtes un peu entre les deux, dans le sens où l'agence innovation de défense, c'est de l'innovation qui est faite pour l'agent public. Le militaire, le soldat est un agent public. C'est la même chose pour les pompiers. Agence innovation transport, c'est pas de l'innovation qui est faite pour l'agent public. Les transports, c'est pour tout le monde, entre guillemets. Donc c'est pas de l'innovation où on va changer l'outil de la personne qui travaille au ministère des Transports. Non, le ministère des Transports a créé cette agence innovation transport pour faire avancer cet écosystème dans les transports d'une manière très globale, à part pour ce qui est du contrôle aérien. Le contrôle aérien, ce sont des agents publics. Mais le reste, c'est les deux différences. Et les pompiers, et ce qui est similaire au niveau de l'agence innovation transport, c'est que c'est morcelé. Ceux qui achètent les transports, ce sont les collectivités, ce sont les départements. Donc c'est très morcelé en France. Et donc en fait, vous êtes entre les deux. Vous êtes avec si demain il devait y avoir une agence de l'innovation dans les secours, elle devrait réfléchir au fait que on va innover pour le pompier qui est un agent public. Et donc c'est l'acteur public qui va acheter. C'est très important de penser à ça demain. C'est lui qui va acheter pour ses propres besoins. Et vous êtes aussi un peu comme l'agence d'innovation de transport qui travaille pour, on va dire, un univers très morcelé, très différencié. Et donc en fait, ça m'amène juste à un seul et unique conseil. Si demain quelqu'un devait réfléchir à l'agence de l'innovation pour les secours, c'est de réfléchir, c'est de regarder ces deux exemples, qui pour l'un a déjà 5 ans d'existence, pour l'autre en a 2, si je ne dis pas de bêtises. Et qui tous les deux ont fait des erreurs, tous les deux ont eu des bonnes réussites. Et je pense qu'il faut arriver à trouver un modèle qui soit entre les deux. Si demain, un ministre ou au sein de son cabinet, quelqu'un avait la bonne idée de dire « Allez, on y va, on se lance vraiment là-dedans ». Maintenant, le fait est que c'est déjà un peu en cours, le ministère travaille déjà sur le sujet, donc je pense que ça ne va pas être non plus une annonce ministérielle demain qui dit « On crée l'agence Innovation Secours ». Outre effectivement les noms des agences ou les noms des structures, l'important c'est de la collaboration en fait au final. Donc c'est surtout ça. Après on peut bien entendu être sans avoir une structure on va dire visible, on va dire comme une agence innovation défense, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se font en tout cas et le ministère de l'Intérieur est vraiment très dynamique aussi sur le domaine de l'innovation dans un certain nombre de domaines, mais sur lesquels, bien entendu, on n'a pas une structure, mais ça ne veut pas dire qu'on n'innove pas. On n'a pas besoin forcément d'une structure pour pouvoir le faire. Et ça, c'est juste de la coopération, on va dire, à essayer de créer entre les entités, notamment les SDIS. Voilà. Et l'autre question ?
Alors, question rapide. Je suis utilisateur et là, j'espère que je ne vais pas m'écarter du sujet. Une fois que l'innovation est faite, là, par rapport aux produits qu'il y a dans le salon Secours Expo, je constate qu'il y a un temps de latence entre la sortie de l'innovation et l'utilisation, l'achat. Un exemple, une chaise portoir pour ne pas se casser le dos. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à part le financement, parce que je suis convaincu que c'est un élément freinateur pour l'utilisation des innovations. Est-ce qu'il y a un autre élément freinateur à part le financement? En fait, il y en a plein. Il y en a plein. C'est pour ça que c'est souvent difficile. La bonne idée, avant qu'elle soit généralise, il y a un certain temps, et ça, faut l'accepter. Et moi, je fais ce travail d'explication dans les casernes. C'est-à-dire que, pour faire court, on a mis en place un système de proposition d'innovation où le sapeur peut proposer au commandant la meilleure idée sans qu'il soit bloqué par sa hiérarchie, etc. Et il y a plein de fois où en fait la bonne idée que le gars a dans la caserne, eh bien à son niveau elle est intéressante, mais on ne peut pas la généraliser à tout le monde parce qu'il a fallu regarder les enjeux juridiques, l'aspect réglementaire, technique. Et ensuite, même si c'est une bonne idée que derrière il faut acheter quelque chose, et ben au moment où lui il sort son idée, ah merde, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas financée, on ne l'avait pas imaginée, elle était prévue nulle part. Et donc, dans les fonctionnements des SDIS, on a des budgets qui se votent à N+1. Donc même si j'ai la super bonne idée qui est issue du terrain en 2023, si elle nécessite un investissement, un financement, etc., il y a de fortes chances qu'elle n'arrive pas avant au moins 2024, le temps qu'elle a été prévue au budget, montée, validée, etc. Et ça, c'est quand tout va bien. Avant, il y a toute la partie juridique, technique, etc. Par exemple, moi, j'ai eu une idée d'un agent dans un centre de secours qui nous dit pourquoi on ne ferait pas comme l'armée à mettre nos groupes sanguins sur les casques. C'est pas con, s'il m'arrive un truc de grave sur le terrain, au moins je peux vite être perfusé, etc. On a creusé avec les militaires, on est allé voir, etc. En fait, ça marche en OPEX. Quand les militaires ils sont à 200 bornes du premier hôpital et qu'il y a de la transfusion qui se fait sur le terrain. En France, on est quand même s'il y a quelques déserts médicaux, on n'est quand même jamais très très loin d'un centre hospitalier. Donc est-ce qu'on a besoin d'avoir le groupe sanguin sur notre casque ? Dans la réalité, en théorie, ça pourrait être utile, mais dans la vraie vie, ça ne servira à rien. Il y a les SMUR, ou pas directement, mais en tout cas, il y a les SMUR, on a nos dossiers médicaux dans les SDIS, etc. Et on arrivera très vite en milieu hospitalier pour être pris en charge. Donc c'est typiquement une super bonne idée, mais qui, dans l'univers sapeur-pompier, n'aurait pas vraiment d'utilité et d'implication. Et ça, avant de répondre non aux gars, eh bien, il faut creuser l'aspect juridique, réglementaire, médical, etc. etc. Donc il y en a plein des exemples comme ça. Hein. Donc ça prend du temps. C'est même plus compliqué pour le groupe sanguin, mais je ne vais pas m'étendre parce que oui, sinon je on ne va suis pas dans la partie médicale. Je passe. Non, mais tu as dit les principaux. Merci à tous. Merci d'avoir été là pour Secours Expo et puis à dans 2 ans.